Bonjour tout le monde, bienvenue à la boîte à balado, nouveau nom que je viens de donner à ce podcast. Je suis joint à Jean-Étienne Colin Marcoux, cofondateur du Pantoum, artiste, producer, soundman, il fait de l'éclairage, il fait tout. Puis Sophie Alou Villeneuve, qui est une artiste et aussi la co-animatrice de ce podcast, balado, plutôt. Bravo. Dire balado, hein? Oui. Ok. C'est ça. Ça va être un épisode où on va parler, on va interroger Jean-Étienne sur son parcours, c'est quoi le Pantoum, tu sais, puis le rôle, son rôle dans la culture québécoise, puis juste en général la musique pour. C'est ça, puis ça se peut qu'on divague, puis ça se peut que les conversations finalement se ramassent sur Cowboy Bebop, là. On va pas Ah, manquer ben ça. t'as un t-shirt de Cowboy Bebop, faut le Ouais. mentionner, c'est important. Ouais. Mhm. Que j'ai pas écouté, c'est pour ça que j'étais en train de me faire châtier. Après ça, les codes d'écoute montent. Ouais, c'est Ouais, ça, dès voilà. que je dis Cowboy Bebop, il va y avoir un pic. Mhm. Ça, pour commencer, si tu voudrais-tu nous parler un peu de ton parcours, peut-être pas scolaire, ben si tu veux, là, mais tu sais, en général, l'histoire du Pantoum, comment Ok. ça a commencé? Oui, ben ça a commencé. Le Pantoum a été fondé en 2012. Je ne parlerai pas nécessairement de mon parcours scolaire, mais il faut mentionner qu'il y avait quand même un contexte relatif à l'école à ce moment-là. On était dans le printemps érable, donc c'était la grève étudiante en fait pour la hausse de la. En fait, ils voulaient dégeler les frais de scolarité à ce moment-là. Donc, dans un espèce d'élan quand même assez généralisé d'un désir de changer les choses, amener des changements concrets dans la façon dont la culture était vécue, surtout à Québec. On était une gang de musiciens, on était 3 à l'époque en fait, plus principalement impliqués, mais on avait tout un cercle de gens autour de nous, là, de musiciens qui étaient actifs à l'époque, dont Guillaume Chiasson de Bon Enfant, il y avait Alexandre Martel aussi, les réalisateurs là, connus de ça, mais qui, eux naviguaient autour de nous. Il y avait principalement, au sein même là, de l'équipe du Pantoum à l'époque, il y avait Jean-Michel Le Temps-de-Veilleux, qui est le guitariste de Beat Sexu et de Pure Carrière, là, et de projet aussi, qui est un ami d'enfance, en fait. Là. On se connaît depuis qu'on a 4 ans, tous les deux. Fait que ça fait 31 ans qu'on est des amis. Fait que c'est ça, ensemble, on avait ce projet-là qui est né, en fait, initialement du fait qu'on voulait... on faisait déjà des projets ensemble. J'ai commencé à m'intéresser à... En fait, j'ai commencé à jouer de la musique au secondaire, là, à jouer de la batterie, genre à l'école, mais aussi dans des projets plus de punk rock. Puis en fait, à l'époque, en 2001, le ska était à la mode, fait que j'avais un band de ska dans ce temps-là. Mais faut pas le dire trop fort. C'est ça. C'est ça. Déjà à cette époque-là, on expérimentait pas mal pour enregistrer nos trucs nous-mêmes. J'avais comme appris par moi-même là, au secondaire justement comme faire de l'enregistrement. Dans ce temps-là, on n'avait pas tant d'outils, là, mais c'était comme encore de l'enregistrement analogue aussi beaucoup. Ça commençait le digital, tout ça. Mais c'était beaucoup par essai-erreur là, que je m'intéressais à ça. Puis je m'étais acheté une petite console, on louait des affaires chez Musique Saint-Patrick. Là, j'ai la Rive-Sud de Québec, là, fait que c'était comme notre place. Puis, bref, c'est ça, on était comme un peu inspiré de tous les courants un peu autour de nous. Entre autres, il y avait le 8-3 sur la Rive-Sud, qui était full dans le rap indépendant, qui faisait leurs affaires, qui avait en 2001 justement, qui avait stormé le gala de la disque pour revendiquer justement les productions indépendantes, revendiquer une place justement dans les galas de l'industrie pour faire comprendre qu'il y avait tout un pan de la musique qui était non représenté au Québec par l'industrie de la musique québécoise, par les galas, par les associations qui étaient déjà, qui sont encore en place en fait aujourd'hui, que toute la musique justement pas produite par ce milieu-là était pas représentée dans les galas, puis était pas publicisée, mais que ça représentait quand même une grosse partie de l'industrie de la musique. Le 8-3 à l'époque avait fait valoir justement qu'eux, sans aucun support il y avait leur propre label, leurs propres affaires, mais sans subvention, sans rien, il y avait comme réussi à vendre plusieurs centaines de milliers d'albums à des jeunes, beaucoup dans leur communauté. Puis il est comme, tu sais, ces gens-là achètent pas les disques des artistes québécois plus populaires et ainsi de suite, mais tu sais, puis pourtant, on vend presque autant de disques que ces gens-là, puis on n'est même pas représenté dans votre gala, puis on n'a même pas de subvention, on n'a rien, on n'a pas de support. Fait que tu sais, c'était comme... en tout cas, nous, à l'époque, on était jeunes, c'était nos voisins, ces gars-là, puis tout. Fait qu'on était comme bien impressionnés de ça. Fait qu'on était quand même marqués de ça, mettons, dans notre parcours, là, on avait des bandes
punk, là, justement. Puis, on faisait nos affaires, on voulait se produire nous-mêmes, on était comme full inspiré de tout ça. En arrivant au cégep, j'ai fait mon cégep en musique ici, justement, à Sainte-Foy. J'ai fait sciences nature, musique, shout-out double deck. Puis j'étais full impliqué dans le Comspec, shout-out au Comspec. C'est 50 ans d'ailleurs cette année. C'est ça, fait que je m'étais full impliqué là, fait que j'avais tout fait un réseau de contacts en fait dans le monde du spectacle, plus dans le monde de la technique là, évidemment, mais par implication bénévole là, 100%. Puis j'ai full appris. Déjà que j'en connaissais un petit peu de la technique que j'avais appris par moi-même, mais là, j'avais accès à la formation, là, puis j'ai eu l'opportunité, vu que j'étais full motivé à comme, travailler justement à Salabauso, puis un petit peu partout autour de tout ça. Fait que ça avait comme full permis d'améliorer mes affaires, mais ça m'avait permis aussi de comme voir un peu comment ça fonctionnait dans l'industrie, apprendre comme plein de trucs en dehors du fait que j'étais au deck en musique, puis que je pratiquais, puis j'apprenais à jouer de la musique. Là, fait que j'avais comme des connaissances d'industrie qui se formaient un petit peu en même temps. Puis c'est ça, pour ça j'ai fait mon bac à l'université, Laval en percussion classique. Puis là, justement, je continue à avoir des bands, des projets que je m'étais formé, puis enregistrer mes affaires. Puis là, je voulais vraiment me partir un studio. Puis c'est ça qui était comme un peu le deal initial. Puis ce qui nous intéressait beaucoup, Jean-Michel puis moi, à ce moment-là, c'était, nous autres, on avait des projets de musique. Lui, il y avait un projet qui s'appelait Leafer à l'époque. Moi, j'avais un projet qui s'appelait X-Ray Zebras, qui était une espèce de électro jazz. Puis lui, c'était une espèce de indie rock-ish. Puis c'était des styles à la mode à l'époque. C'était en 2010, 11, 12. Là, puis, mais c'est ça, on a comme un peu de toute cette expérience-là, puis de ce qu'on avait vécu, puis de ce qu'on voyait, puis du fait aussi que les styles de musique qu'on jouait étaient comme pas représentés non plus. Puis c'était super dur d'avoir accès à des radios, pas des radios, d'avoir accès à de la radio, oui, justement, d'être diffusé. On faisait nos affaires nous-mêmes, puis on était quand même, c'était pas si mal que ça, considérant les moyens qu'on avait, puis le fait qu'on le faisait tout par nous-mêmes. On avait quand même réussi à atteindre un certain niveau qui était pas si mal, puis on était justement entouré d'autres amis qui vivaient un peu la même problématique, c'est-à-dire qu'on faisait de la musique, mais qui étaient dans des styles de musique qui nous rejoignaient. Fait que on n'était pas complètement à côté de la track, là, dans le sens qu'on faisait quand même quelque chose qui, comme ailleurs dans le monde, semblait comme fonctionner. Puis on voyait certains bands qui étaient quand même capables de se développer avec ça. Entre autres, à l'époque, il y avait Mister Valeur, là, qui est devenu Valeur aujourd'hui. J'écoutais tellement ça quand j'étais petit. Mais tu sais, les autres, c'était comme les premiers indépendants aussi à l'époque qui avaient, c'était les premiers au Québec à sortir un album en mode Pay What You Want. Là, avant même que Radiohead le fasse, puis avant que Bandcamp existe. Puis ça, c'était comme les premiers au Québec à faire ça. Fait que tu sais, il y avait comme toute cette espèce de mouvement-là. Puis nous autres, on voyait ça. Puis on se disait que, OK, là, on a vraiment de la misère à comme, se faire connaître. Il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle qui veulent qu'on joue. Tu sais, on faisait des premières parties des fois au cercle à l'époque. Mais à un moment donné, c'était comme. Il y avait comme. C'était tough. Il y avait comme un plafond. Puis là, on voulait s'enregistrer, mais les studios à Québec à ce moment-là, c'était comme principalement détenus par des labels ou des radios. Puis c'était vraiment pas accessible. Il fallait vraiment que tu sois comme dans le gang de ce monde-là. Il fallait que tu aies des subs pour comme. Ça coûtait vraiment cher aussi, les studios, à cette époque-là. Pas mal plus qu'aujourd'hui, en fait. Là, puis, considérant ce que ça coûte, en tout cas, même avec l'inflation, tout ça. Ça, la baisse de prix, c'est parce que maintenant tu peux le faire à la maison, fait qu'il y a moins de demandes? Entre autres, les studios ont beaucoup changé, je dirais aussi. À ce moment-là, l'équipement n'était pas du tout la même. C'était pas de la même affaire. Là, c'était plus il y avait encore plus de studios analogiques, ainsi de suite. Il y avait quand même un paquet de trucs. Puis je dirais que les rates de studios ont juste comme jamais de temps évolué. En fait, ils sont comme toujours restés la même affaire. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, 250$, c'était pas la même affaire que 250$ aujourd'hui pour une journée. Là. Fait que dans le temps, ça valait pas mal plus qu'aujourd'hui, mettons. Un peu comme les prix des billets qui n'ont jamais tant évolué, ou le prix des CD puis des vinyles. Là, je veux dire, quand j'ai commencé à faire de la musique, les vinyles puis les CD, ça se vendait 20 puis 25$. OK, fait que c'est cher. Puis aujourd'hui, c'est encore 20 puis 25$. Fait que c'est comme, quand tu regardes tout le reste de l'évolution des prix, c'est rien. Là, même chose pour les billets. Là. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Il y avait comme pas de studio accessible. Les salles étaient tough. On sentait pas qu'il y avait de milieu. Il n'y avait pas d'affaires. Fait qu'on était comme genre, OK, il faut faire notre affaire. Il faut se faire de quoi. Là, on n'est pas complètement à côté de la track non plus. Là, on fait des projets, puis ça fonctionne. Puis on est effectivement pas si bon que ça nécessairement. On est jeunes, on essaye. Mais je veux dire, on a de l'ambition, puis on essaye de quoi. Là, fait que c'est un peu de là qu'est venu le désir de créer le Pantoum. C'était un peu pour nous autres, on cherchait un lieu pour s'enregistrer puis se produire parce qu'il n'y en avait pas tant.
Aussi, c'est que nous, on était, à cause de nos bands, on jouait à l'extérieur, on était en contact avec d'autres bands qui venaient de l'extérieur, qui étaient comme genre, hey, c'est où les places à jouer à Québec, c'est fucking tough, tu sais. Puis il y en avait quand même, là, puis tout, mais c'était quand même pas toujours facile d'accès, surtout pour des styles plus marginaux. Fait que là, on était comme, OK, il y a comme de quoi à faire là, à Québec. Puis aussi, c'est que nous, à ce moment-là, on voyait beaucoup de nos amis qui partaient à Montréal, tu sais, ils finissaient leurs études en musique, mettons, puis ils étaient super talentueux, puis ils disaient, OK, ben moi, je veux partir ma carrière, puis là, je déménageais à Montréal, puis tu sais, c'est bien correct, c'est sûr que là-bas, il y a plus d'opportunités, il y a plus d'affaires au niveau des écoles de musique et ainsi de suite, puis des approches des studios, blablabla. Il y a quand même, en général, il y a plus de scènes, il y a plus de choses, mais là, on était comme, ben là, c'est que si tout le monde part tout le temps à Montréal, il n'y aura jamais Québec. rien de le fun à Québec, tu sais, fait que d'où c'est ça. Fait que tout ça comme un peu généré cette idée-là de dire OK, on va partir une place, ben DIY, ben punk, dans un appartement, on va faire ça. On va s'enregistrer dans cette place-là, puis on va faire des shows dans ce spot-là. Puis nous, on était bien inspirés aussi de tout ce qui s'était fait dans les années 90 à Portland, ce qui s'était fait dans certaines scènes plus underground, ce qui s'est fait aussi à Montréal dans le début des années 2000 avec Hotel Tango, toute la gang de Godspeed You, Black Emperor, qui était comme vraiment en avant du mouvement post-rock puis de tout le son montréalais là, des années 2000 là, dont peut-être le projet le plus connu c'est Arcade Fire là, qui est comme un peu sorti de ça, mais il y avait comme plein de bands aussi de Toronto, Montréal de cette époque-là qui ont comme contribué à construire un son, mais justement ça venait beaucoup de groupes d'artistes, de collectifs qui se ramassaient dans des lieux puis ça startait, je pense à Hotel Tango, ça startait dans une espèce de gros loft commercial désaffecté qui ont construit, qui ont fait un studio dedans, puis ils habitaient là pendant un bout, puis ils ont comme buildé cette affaire-là. Fait que nous autres, c'était tout, c'est tout, mettons, ces affaires-là qui nous inspiraient, puis comme qui inspiraient notre imaginaire, puis c'était comme, OK, on se trouve un spot, on se fait un studio dans un appart, puis on fait des shows là pour aider à payer le loyer. C'était pas tant légal, je pense, en plus. C'était pas illégal, au sens où comme ça, tu peux faire ce que tu veux chez vous. Puis nous, en fait, on vendait pas d'alcool aussi à ce moment-là. C'était ça la grosse affaire, c'est que les gens amenaient leur propre alcool au début du podcast. Dans la petite cuisine qu'il y avait en haut, là, ouais, en fait, le système, c'est qu'on avait un frigidaire dédié aux consommations alcoolisées que les gens amenaient, puis on avait du tape avec des Sharpies, fait que là, t'amenais, mettons, ta caisse de bière, puis là, mettons, t'es Adrien, puis là, t'avais ta petite caisse, je sais pas, t'avais ton 6-pack de Tremblay. Fait que là, t'es arrivé avec ça pour mettre un tape sur ton 6-pack, mais c'était écrit Adrien. Fait que là, dans le show, ben, tu venais à la cuisine. Ben, c'était comme la cuisine de l'appart, en fait, là, carrément. Puis là, tu disais, ben, moi c'est Adrien, j'ai de la Tremblay. Non. Fait que là, mettons, la personne qui était au bar, entre guillemets, parce que c'était pas un bar, prenais ta bière puis t'as donné. Fait que c'était comme ça qu'on fonctionnait. Fait qu'il y avait pas de d'alcool, ce qui faisait en sorte que c'était comme si tu faisais un party chez vous puis que tes amis jouaient de la musique. C'était carrément ça. Puis nous, on passait... À l'entrée, il y avait comme un frais pour rentrer, mais il était pas obligatoire. Il était comme fortement suggéré. Puis on donnait tout l'argent aux bands. Fait que, mais mettons que quelqu'un arrivait, il était comme, j'ai pas une fucking scène, je veux vraiment aller voir le show, on le laissait rentrer. Là, comme... Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça que c'était pas illégal, mais c'était pas nécessairement commun. C'était très en marche. J'étais dans une zone grise au sens où, en fait, aussi à ce moment-là, on donnait pas l'adresse, on gardait ça bien secret. Là, c'était comme, fallait vraiment que tu le saches qu'il y a puis on le disait, c'était 2 vendredis par mois qu'il y avait des shows, puis on faisait tout le temps une affiche, puis des fois on annonçait même pas c'était quoi le band. C'était juste qu'il y avait un show pantoum, puis puis c'était un peu ça comme l'esprit. Puis vu que c'était quand même une quantité limitée de personnes qui venaient, 80-90 personnes, puis que ça faisait pas nécessairement le party, là, puis il y avait pas de grosse affaire. C'était quand même contrôlé, puis on était comme une gang à gérer ça quand même de façon relativement structurée. Ben 90 personnes quand même. Là. Genre, ça a-tu commencé vite comme ça? Quand même assez vite, ouais. Mesuriez-vous l'ampleur du pantoum à ce moment-là? Non, vraiment pas. Puis faut dire qu'à ce moment-là, c'était comme beaucoup de nos amis, mettons, qui venaient, ou d'autres musiciens, puis quelques personnes, justement, qui finissaient par en entendre parler aussi par la force des choses. Il y a eu quelques shows où on a quand même eu peur parce qu'on a fait venir des bands. En fait, le premier gros show, c'était le show du Suns. C'était comme janvier 2013, en affaire de même. Ça faisait quand même à peu près 6 mois que ça existait, le pantoum. Puis là, clairement, cette band-là était beaucoup trop gros pour la place. Fait qu'il y a eu comme 150 personnes, ça a été complètement le chaos. En plus, il y a une toilette qui a genre pété. Il y avait qu'à avoir un dégât d'eau. Ce qu'on avait comme support pour les manteaux a juste pété. Fait qu'il y a juste comme une montagne de 150 manteaux qui s'est ramassée à l'entrée qui bloquait le chemin. Fait que genre...
tout le monde était vraiment fâché parce que tout le monde avait peur de perdre son manteau. Puis personne ne pouvait comme sortir. Puis en plus, les toilettes étaient comme pétées. Fait que c'était vraiment comme le chaos. Mais c'était vraiment un bon show. C'était très cool. C'était un moment. C'était un moment à jamais gravé dans... Oui, c'est ça. C'était mémorable. C'était quand même cool. Mais c'est ça. Après ça, on s'est dit que, ouais, là, il faudrait peut-être structurer une couple d'affaires. Là. C'est cool notre patente, là, mais comme C'est quoi, ne pas recréer à la maison. Non, exactement. Non, c'est ça. Mais en général, c'était ça. Les shows se tenaient, puis c'était cool, puis ça fonctionnait bien comme ça, mais c'est ça. Ça a quand même duré vraiment longtemps avec cette structure-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'après un certain temps aussi, ben, le cercle fermé, entre autres, il y a eu... nous, on avait fait des travaux pour comme améliorer un petit peu l'espace, puis tout ça, parce que comme, c'était... Faut savoir qu'à ce moment-là, l'espace qu'on avait trouvé, il fallait trouver un lieu assez grand pour faire toute cette affaire-là, puis on habitait là, c'était notre appartement, là, fait que c'était comme... Il fallait habiter là, puis il y avait des shows, puis il y avait des studios, fait qu'il fallait quand même que ce soit assez grand. Puis il fallait avoir un propriétaire assez permissif pour dire OK, faites ça. Fait que c'est sûr que le lieu qu'on a trouvé à ce moment-là était vraiment pas l'endroit, mettons, où ce que tes parents sont le plus contents que tu déménages, mettons. Genre, je me rappelle la face à ma mère quand j'ai dit je m'en vais là. C'était drôle parce que je suis parti de chez mes parents pour aller au Pantoum, mettons. C'était mon premier appart, j'avais 21 ans. Ah, c'est ça. Puis c'était ça à la même place, comme coin Saint-Vallier-Charest que maintenant, ou c'était un autre? Ça, ouais, exactement, même endroit, okay. Mais c'est au 3e étage seulement. Ok. Ouais. 3e qui là, est complètement rénové, complètement d'autres choses. Là. Mais ouais, c'était au 3e à ce moment-là. Puis au 2e, c'était une gang de rappeurs qui avait ça, qui faisaient des afters, party le samedi de 2h du matin jusqu'à 7h le matin. Eux autres, c'était 100% illégal parce que les autres, ils vendaient de l'alcool. Puis eux autres, en tout cas, la police venait pas. C'est ça. Puis, c'était bien. Ouais, il était fin, mais il était sketch, là. Fait que. C'est ça. Mais c'était bien correct, là. Nous autres, en fait, on pouvait faire ce qu'on voulait dans cet appartement-là. On pouvait le changer. Le propriétaire s'en foutait totalement. Mais tu sais, c'est ça. C'était vraiment délabré. Puis, il y avait beaucoup d'amour à donner, là. Fait que. Fait que, ouais, c'est ça. Pour mettre en contexte un peu tout le monde, là, comment ça a parti, là, c'était vraiment ça. Là. Fait que, on habitait là-dedans, puis on vivait ça, puis c'était ça à temps plein, puis c'était un buzz en soi, mais c'est sûr qu'à un moment donné, c'est fatigant, là, comme être tout le temps dans cet esprit-là, puis tout. Fait que, on a fini par plus habiter là, puis à un moment donné aussi, c'est ça, tu vieillis un peu, puis là, t'es comme genre, ouais, t'as un buzz, c'est cool, mais là, j'ai peut-être besoin d'un peu de tranquillité, genre, t'es en couple avec quelqu'un, puis t'es comme, peut-être que je pourrais habiter avec cette personne. Peut-être cette personne-là n'a pas envie non plus de vivre comme. Avec les rappeurs. Ben, c'est ça, les rappeurs sont partis après 1 an, puis là, on a pogné l'étage en dessous. Nice. Puis là, c'est là qu'on a déménagé le studio en bas au 2e. Depuis ce temps-là, le studio d'enregistrement est au 2e, puis en haut, c'est juste les locaux de répète, puis la salle de spectacle. Puis ça a été de même pendant 10 ans. À peu près, jusqu'à temps qu'on achète le bâtiment. Puis quand on a acheté le bâtiment, là, on a descendu la salle de spectacle au rez-de-chaussée. Okay. Ça fait pas tant longtemps que ça, là. Non, c'est en 2021. Ça se peut... Ben, pas mal, presque. Non, parce que 2021, c'est pendant la pandémie, ça. Ouais, mais parce que je me rappelle, il y a une fois, je me rappelle plus si c'était l'ouverture de la salle, mais c'était Gab Paquet qui faisait un show. Je me rappelle, c'était la première fois qu'il y avait quelque chose, puis c'était ce show-là que j'étais allé bénévole. Ah, ouais. Puis je me rappelle, ça se peut-tu que c'était l'ouverture? Comme la réouverture d'en bas, genre de rénover. Ouais, exactement, c'est ça. On venait de finir la salle en bas. C'est ça, parce que moi, j'étais drôle, parce que j'étais arrivé, je savais même pas c'était quoi. Ça fait un petit, va au Pantoum. Puis là, moi, j'étais là, ça a l'air nice, je vais postuler pour un emploi, mais tu sais, je savais pas que c'est moi, dans ma tête, c'était comme une salle de spectacle. Mais tu sais, c'est ça, fait que là, c'est drôle, parce que là, je me rappelle, je connaissais vraiment aucunement la scène musicale comme québécoise. Fait que là, tu me fais faire le tour du building. Puis je rencontre Gab Paquet, puis genre en cap avec un masque. J'étais comme, on savait même pas c'était qui, genre. Puis là, j'étais comme, ça va être quoi le show? C'était super bon, tu sais, mais j'étais vraiment pas prêt. J'ai OK. C'est très drôle, ça. Ouais. Mais ouais, là, c'est ça. Le Pantoum a eu beaucoup d'itérations dans le temps. Là. C'est ça. De début plus punk, DIY, à ce que c'est maintenant, là, qui est plus. Beaucoup plus organisé, structuré. Puis, pas que c'était pas organisé et structuré à l'époque, mais c'était vraiment différent. Puis c'est parce que c'est qu'à ce moment-là, vu qu'on était locataire, on savait pas là, où ça allait aller. Là, puis même on s'était dit, on fait ça 3 ans, puis on voit ce que ça nous mène. Puis 3 ans après, on était comme, on va refaire ça un autre 3 ans, voir ce que ça nous mène. Puis là, à chaque fois, ça évoluait, puis ça allait plus loin. Fait que, mais à plein de moments, on s'est dit, on verra ce que ça nous mène, puis on arrête ça au pire sinon. Puis finalement, je dirais, il y avait clairement un besoin, là, parce que le studio s'est mis à se booker de plus en plus, la salle de spectacle s'est mis à se booker de plus en plus, on a eu de plus en plus d'offres, on a eu plein d'affaires, puis c'est devenu de plus en plus officiel, c'est devenu de plus en plus quelque chose, puis c'est ça qui était cool, en fait, c'est quand on a vraiment vu que, dans le fond, ce que nous, on avait ressenti comme besoin, quand on a
quand on faisait la musique à 21 ans, puis qu'on avait nos projets, ben finalement, comme on n'était clairement pas tout seul avec ça, parce que même c'est des super belles initiatives à Québec qui ont starté dans à peu près les mêmes années, comme l'Ampli de Québec, entre autres. Il y a l'AJT qui est devenu l'Anti. En tout cas, il y a eu comme plein de changements à ce moment-là. Il y a quand même plein de choses qui étaient positives pour la ville, mais il y avait quand même, c'est ça, pour les groupes plus marginaux, les artistes en démarrage, ou juste des fois l'artiste que, mettons comme l'Ampli ou Première Innovation, c'est super, mais je pense que quand t'es plus vraiment en démarrage, à comme vraiment essayer d'apprendre c'est quoi tout ça, c'est une belle place, tu sais. Mais comme après ça, c'était comme à l'étape d'après où tu veux comme aller vraiment pour vrai dans le milieu, puis rencontrer du monde qui font ça, mais que t'es en démarrage, puis juste comme, tu sais, à un moment donné, ben, vous savez, là, c'est quoi, c'est comme, il y a tellement de paramètres, puis de choses à savoir, puis de monde, puis de patentes, puis de trucs, tu sais, c'est comme, ça peut vraiment être déroutant, puis ça peut vraiment être, en tout cas, là, je pense que c'est moins le cas, mais à notre époque aussi, il y avait beaucoup de cas de monde qui se faisait promettre des choses puis qui se faisait un peu arnaquer. Fait que ça arrivait quand même vraiment souvent que, tu sais, il y avait comme du monde qui se faisait embarquer dans des affaires ou embarquer dans des setups de « Ah, viens enregistrer dans mon studio, là, on va te starter ta carrière, hein? » Puis ils se font promettre des choses, puis finalement, t'es comme « J'ai rien de nouvelles de ce monde-là, puis ça chie, tu sais, puis nous autres, on ressentait vraiment, puis même nous, ça nous était arrivé, des fois, c'est que « Ah, on va vous donner un deal de distribution, vous autres, faites tant de CD, t'as affaire, puis là, tu fais, là, t'es jeune, puis t'es full craqué, puis là, tu fais printer, genre... 3000 CD, puis finalement, la personne, elle te réécrit jamais, puis ils sont chez vous, puis j'en ai encore. Là, c'est comme... Il y a plein d'enfants de même qui parlent parce que il n'y a personne pour te dire « Ah non, fais pas ça, ah, fais ça, ah, fais telle affaire. Toi, t'as vraiment envie de jouer, oui, oui, je comprends. C'est quoi, t'as un projet, tu y crois, tu fais ça dans la vie, t'as des idoles, t'as plein d'affaires, tu te dis comme, t'as full énergie aussi, puis t'es full motivé, t'es comme au pic de comme... Puis dans ta vie, souvent, généralement... 20-21 ans, t'as rien à perdre, là, dans le sens que, comme, tu sais, c'est pas comme... C'était 40 ans, là, ok, peut-être c'est d'autres choses, à 30 aussi, mais comme, à 20-21 ans, c'est pas grave de, comme, te lancer carrément dans quelque chose, puis au pire, tu te plantes, puis tu recommences 3 ans après, c'est pas grave, tu sais, t'as une période de ta vie où t'as beaucoup d'énergie, fait que, tu sais, ça peut vraiment être traumatisant, en fait, pour du monde de, comme, embarquer dans des affaires de même, puis là, se faire avoir, ou comme, ou pas se faire guider de la bonne façon, ou juste d'avoir personne qui est juste que hey, t'es sûr que tu fais la bonne affaire en ce moment, là, comme genre tu pensais que tu pourrais peut-être essayer telle autre chose, ou que hey, avant de te lancer puis là de faire genre un album au complet, start donc par un EP ou un single, tu sais, comme voir si t'aimes ça, travailler avec cette personne-là, ou travailler de telle manière, si c'est vraiment pour toi, tu sais, c'est comme juste d'avoir du monde, tu sais, puis ça pour ça, ben faut que tu sois en contact avec des gens, tu sais, si t'es tout seul chez vous puis que là tu fais ton affaire, tu peux être full motivé, mais t'es pas en contact avec personne, fait que c'est pour ça que nous on était comme ça le prend, ce lieu-là, où les gens, où il y a comme un lieu de rencontre entre du monde plus établi, puis du monde qui commence, mais que c'est tout le monde sur le même plateau, sur le même niveau, puis que là, ça se rencontre, tu sais, puis... Fait que c'est un peu ça, l'idée derrière tout ça. Fait que c'est pour ça que ça a starté comme ça. C'était studio, salle de spectacle, salle de répète. C'était vraiment le but d'avoir tout à la même place pour justement créer des rencontres, créer du monde qui arrive, puis aussi du monde des musiciens d'ailleurs. À ce moment-là aussi, ben, c'est différent un peu, mais à l'époque, on hébergeait vraiment toutes les bandes qui venaient jouer au Pantoum. Fait que, puis même beaucoup de bandes qui étaient sur la route, parce que vu que c'était résidentiel à l'époque, on avait cette possibilité-là. Fait que ça créait full de rencontres vraiment tripantes. Il y a comme plein de musiciens, des fois, qui venaient genre de l'Ouest du Canada, l'Est du Canada, qui étaient comme en tournée, qui passaient dans le coin, qui venaient jouer. Ils restaient là. Le lendemain, t'avais un band, mettons, de Québec, qui était comme venait au studio, puis le monde se rencontrait, ils échangeaient, puis ça créait vraiment des rencontres qui étaient vraiment tripantes, tu sais. Puis c'est sûr que vu que c'est plus un lieu où tu peux être hébergé, c'est un petit peu différent, mais il y a plus d'activités qu'avant, fait qu'il y a quand même, c'est le monde qui se rencontre, ne serait-ce que les bénévoles, ici, les ça, ou tu sais, quelqu'un vient faire un show, vient une répète, il y a du monde au studio, tu peux échanger, parce que tous les lieux communs ont été pensés pour que les lieux communs sont aux mêmes places, fait que quand tu prends ton break ou que t'es entre deux affaires, ben comme, tu veux pas tu te transiger avec les autres qui sont sur place, fait que ça crée des rencontres, ça crée comme un paquet de choses comme ça que nous on trouve importantes pour comme l'évolution. Juste d'en parler, juste d'être comme hey, je sais pas, t'es là, tu viens TP au studio, puis il y a du monde en répète, puis c'est que ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah ben moi mon projet c'était l'affaire, je t'en enregistrement, c'est ah ouais, ok, cool, là, ben je vais checker ça, tu sais, c'est comme. Absolument, les gens sont intéressés. Ben oui. C'est ça. Puis je trouve que ça crée des mélanges, puis ça crée des mélanges de styles aussi souvent. Ça fait que tu sais, c'est du monde des scènes qui se connaissent pas nécessairement, qui finissent par se rencontrer, s'intéresser au projet des autres. Puis c'est ça. Je me demandais, tantôt, tu avais dit que le monde partait pour Montréal. Puis là, tu sais, à Québec, il y a quand même une croissance. Mettons un Bar Noir, le Adam Castille, Arianois,
plein de bands qui sont comme plus maintenant connus au Québec, là, avec des guillemets, qui viennent de Québec. Tu penses qu'on est rendu à un plateau d'égalité ou il y a encore, genre... C'est dur à dire parce que Montréal, c'est vraiment beaucoup plus grand que Québec quand même. Là, mettons, mais c'est pas plus difficile à cause de ça, non? Oui, l'enjeu à Montréal, c'est que, c'est pas nécessairement un enjeu, c'est aussi la caractéristique, mettons, c'est qu'il y a plus de scènes. OK. Il y a plus de gangs aussi, il y a plus de... en général, toute la scène anglo-expérimentale, c'est une gang. Puis la scène franco-pop keb, c'est une gang. Puis la gang qui sont plus dans le punk, c'est un autre gang. Puis ceux qui font... Il y a vraiment plus de monde, ce qui fait que même si t'es dans une niche, t'as une communauté souvent, puis t'as déjà des lieux. Tandis attribué à ça, ou comme des lieux qui sont plus fréquentés par le même monde qui tripe sur le même style. T'sais. Fait que le monde du hip-hop à Montréal, c'est une gang, puis anglo versus franco, puis même, tu sais, t'as tout... en fait, t'as plein d'autres communautés, en fait, que ce soit des immigrants d'origine africaine, d'origine latino-américaine, ou name it, là, peu importe. Ces gens-là, généralement, sont plus nombreux qu'ici, fait qu'il y a des communautés vraiment plus fortes. Ils ont leur gang, ils ont leur bar, ils ont leur salle de spectacle aussi, un petit peu plus. Fait que c'est vraiment différent de Québec, en ce sens où Québec, il n'y a pas un lieu qui est nécessairement... Tu sais, mettons, il y a le Pantoum puis il y a l'Anti, puis c'est sûr que l'Anti, mettons, c'est un petit peu plus punk rock metal que le Pantoum, mais je veux dire, il y a des trucs de la programmation de l'Anti qui auraient pu jouer au Pantoum, il y a des trucs du Pantoum qui pourraient jouer à l'Anti et vice-versa, puis même chose avec le Grizzly Fuzz et autres. Fait que tu sais, c'est vraiment plus mélangé. Il n'y a pas de lieux nécessairement qui sont plus typés, à part, mettons, le Palais Montcalm, tu sais, qui est comme vraiment avec une programmation très spécifique. Ben, Scanner. Le Scanner, ouais, c'est ça. Ils font des shows? Oui, c'est ça. C'est super punk. Puis, c'est ça, je me doute, là. Oui, c'est ça. Il y a ces lieux-là, c'est ça. Marshmallow, mais tu sais, il n'y en a pas la tonne. Puis, c'est ça, il n'y en a pas pour chaque style de musique non plus qui se fait à Québec, c'est surtout ça. Je veux dire, si tu vas au Ritz à Montréal, c'est une gang qui est là, c'est plus anglo. Si tu vas au Quai des Brumes, c'est une autre gang. Si tu vas à l'Esco, ça merge un petit peu plus avec la gang du Quai, mais c'est aussi une autre gang. Puis si tu vas à une autre place, c'est une autre gang. Tu sais, il y a comme vraiment... Il y a des lieux de diffusion associés plus à des crews ou à des clics, des styles de musique. Puis des fois, même, il y a des styles de musique, puis même des bands, puis il y a toutes des communautés en fait, qui sont basées à Montréal, mais qui sont dans des styles de musique qui sont même des fois connus à l'international, puis que sont même pas connus au Québec. Là, Midnight Trust, je savais même pas que ça existait, puis apparemment, c'est gros en Half Moon Run aussi. Midnight Trust, c'est Québec. Québec? Ouais. Moi, on m'a dit que c'était Montréal, fait on m'a menti. Non, je te confirme que j'allais au primaire avec Dragoche et Jesse. Ok, bon. Je peux te confirmer que c'est Southside. Mais c'est ça, Montréal, j'ai l'impression que c'est comme plus, je sais pas comment dire, pas international, mais comme... C'est ça, les croisements, c'est tellement plus d'envergure. Ben oui, mais t'as juste... Tu vois, en fait, je suis allé voir un show à Montréal, j'étais de Beak, tu sais, puis c'est... Tu sais, il y a des bands qui jouent à Montréal, qui passent dans le cadre de circuits de tournée, qui passent juste pas à Québec, tu sais. Oui, ouais, c'est clair. Tu sais, c'est cool Québec pour ça. Je pense que ce qu'on a réussi à atteindre avec le temps, justement, avec des artistes comme Ariane, Lou, puis Hubert, ce qui a été possible de prouver, c'est qu'il est possible maintenant à Québec de faire de la musique d'aussi bonne qualité qu'ailleurs. Parce que ça, avant, c'était quand même un enjeu aussi. Les studios à Québec, c'était cool, c'était bon, mais la qualité, mettons, de la production n'était pas toujours... elle cotait pas toujours ce qui se faisait ailleurs, mettons, au Québec. Puis il y en a que oui, là, quand même, là, je mets une grosse nuance sur ce que je vais dire, dans le sens qu'il y a quand même certaines productions qui étaient vraiment de calibre international, là, ça allait tout ça, mais c'était pas nécessairement la majorité. Là, maintenant, à Québec, on a la possibilité, puis il y a plusieurs artistes qui ont prouvé que c'était possible de faire de la musique avec une qualité de calibre comme international qui peut s'exporter en étant basé à Québec et en travaillant presque exclusivement avec des gens de Québec. Chose qui était vraiment pas possible avant, je pense. Là. Ou du moins, c'était possible, mais ça nécessitait moins prévalent. Ouais, c'est ça. C'était moins c'était pas la majorité, c'était quelques exceptions. Là, fait que, tandis que là, ça c'est clair. Fait que je pense que ça, c'est le niveau. Je pense qu'à l'instant, on est capable d'avoir ça. Je pense qu'il y a des artistes à Québec, justement, qui sont capables. On a atteint ce niveau-là. Je pense qu'il y a une
communauté musicale aussi qui est vraiment plus forte qu'avant, qui se tient beaucoup plus. Chose qui n'était pas nécessairement le cas avant. C'était plus comme des gangs. Tu sais, il y avait des super projets. Là, je veux dire, ce que Karim Ouellet a fait, je veux dire, c'est malade, puis c'est complètement. Tu sais, à mon avis, c'est de calibre international, et ainsi de suite, clairement. Puis il y a plein d'affaires, puis il était basé à Québec, puis il faisait tout ça à Québec. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même des choses qui se faisaient, mais c'était pas nécessairement la norme. Puis même dans d'autres formes de musique aussi, dès que tu tombais dans des trucs un peu plus punk, ou un petit peu plus marginaux, souvent, ça droppait, puis ça paraissait que c'était plus DIY fait avec les moyens du bord. Alors que là, je pense que globalement, les niveaux de qualité de production est meilleur. Le niveau de la qualité de spectacle qu'on est capable d'accueillir aussi à Québec, je pense que les salles en général sont vraiment meilleures qu'avant. Même si le cercle c'était super à une certaine époque, mais je veux dire, il y avait quand même certaines limitations techniques. Il y avait quand même, il y avait quand même un paquet d'affaires que la mentalité était différente aussi. Là, globalement, je pense que le monde était moins en mode de diffusion. C'était plus des lieux associés à du débit d'alcool et ainsi de suite. Puis c'était moins associé, c'était moins dans le but d'avoir un truc. Ben, là, je dis ça avec tout le respect pour les gens qui travaillaient là, puis je pense qu'il y en avait que c'était leur intention, mais la réalité à ce moment-là était juste différente. Fait que je veux pas associer nécessairement ce que c'était, c'est pas nécessairement la faute des individus qui travaillaient là. En fait, au contraire, il y a des gens comme Jean-Claude Danto qui est rendu au Grand Théâtre maintenant, puis qui essayait vraiment de développer culturellement une offre aussi diversifiée qu'à Montréal comme à Québec, tout ça, mais qu'à un moment donné, à cause de la force des choses, puis de la quantité de population, puis tout, c'était quand même difficile, puis pas toujours possible. Puis on fait encore face à ça, en fait, en ce moment. Mais je pense que c'est ça. À ce temps, maintenant, à Québec, c'est plus possible qu'avant. En fait, les outils sont là. T'as plus besoin d'aller à Montréal pour, je pense, avoir une carrière en musique. C'est vraiment possible de le faire à partir de Québec. Je pense que Ariane, Lou et Hubert, c'est ça qu'ils ont réussi à démontrer en faisant ce qu'ils font. Mais je pense pas qu'on est au point de dire que on a atteint le niveau de Montréal de par le fait qu'il n'y a pas la même diversité de styles, puis d'offres, puis de salles de spectacle. Puis je pense qu'à Québec, oui, c'est diversifié, mettons ce que ces trois artistes-là vont faire, puis ce que les artistes connus de Québec vont faire, ça reste quand même chacun dans une niche, mais c'est quand même en général de la pop francophone. Ouais. Fait qu'on est... Puis même si c'est avec... dans le sens que c'est zéro négatif, là, au contraire, en fait, là, c'est fucking bien fait, puis sont au top, pis ça, mais c'est pas on n'est pas dans une variété de styles super comme, c'est ça, comme à Montréal, où t'as un paquet d'affaires qui peuvent se faire, puis qui sont connus internationalement, tu sais. Je pense à Kechonada qui habitait à Montréal, je pense à dans le temps, il y avait Pottery aussi qui était à Montréal, il y avait comme un paquet de bands qui étaient full connus à l'extérieur, tu sais. Bien sûr, les festivals aussi à Montréal sont vraiment plus big, là. Comme ici, on a le FIC, là, mais le festival de jazz, mettons, à Montréal. C'est un autre game, là. Hot, là. Non, c'est ça. Tout ce qu'on fait ici, c'est super, mais c'est pas du tout la même approche. C'est plus petit, là, aussi. C'est ça, on a un bassin de population qui est moins important. Ils sont genre 4 fois plus à Montréal, quasiment. Si tu comptes toute l'agglomération, c'est à 3,4 millions, une affaire même. Ben oui, c'est ça. Pour leur 700 000 à Québec. Applique les mêmes pourcentages, ça veut dire que un band qui joue dans une salle de 200 personnes à Montréal, s'il y a 4 fois plus de personnes qui trippent dessus, c'est le même pourcentage de population qui trippe à Québec sur un band. Tu l'appliques le même pourcentage de population à Montréal, ben je veux dire, c'est pas la même jauge de salle. Fait que c'est pour ça qu'un band à Montréal va remplir le Club Soda, puis à Québec, c'est comme, il va peut-être être limite sur le Grizzly Fuzz. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, c'est moins que la Puis ça se peut en fait qu'ils remplissent le Pantoum, puis que ce soit, ou l'anti, puis que ce soit ça le plus gros qui puisse remplir, parce que, tu sais, parce qu'au Québec, il y a un certain pourcentage de gens qui aiment la musique francophone, québécoise, mais c'est vraiment pas la majorité. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a encore du travail à faire, là, je pense. C'est ça, on revient un peu au début, tu parlais qu'il n'y avait pas tant d'espace pour les personnes qui étaient en marge, qui faisaient des styles, comme tu disais. Mais là, mettons, est-ce que tu sens qu'il y a quand même un essai, je dirais un mouvement de la part de l'establishment, je dis ça avec des guillemets, de la musique? Tu sais, mettons, la disque, qui ont créé le R&B, meilleur album R&B, tu sais, je veux dire, ça, c'était pas là avant. Charlotte Rose, qui est un de mes bands préférés, qui l'ont gagné. Tu sais, mettons, ça, eux, ils étaient pas, ils n'ont pas tant eu de... Ben, je m'en veux pas trop m'avancer, mais tu sais, ils ont pas tant été poussés comme étant le band de la disque, comme pour la communauté boomer, Gen X. Mais tu sais, est-ce que tu penses que ça, c'est juste comme un too little too late, ou est-ce que tu penses qu'il y a réellement une intention de démocratiser un peu tout ça? Ouais, pas facile, excuse. Non, ben c'est parce que je vais pas tomber non plus trop dans mon éditorial personnel de tout ça, mais comme j'ai l'impression que la disque s'adapte aux propositions qui sont sur le marché. Il pourrait
à mon avis, pourrait jouer un rôle, pourrait faire preuve d'un peu plus de leadership, mettons, là-dedans. C'est-à-dire que plutôt que de toujours réagir, il pourrait peut-être faire un petit peu plus de changements. Je pense qu'en ce moment, ne serait-ce que sur des questions comme la façon dont les redevances sont redistribuées aux artistes avec les services de streaming, mettons, qu'on sait que c'est des peanuts, puis que c'est même moins que des... C'est comme, c'est même pas le sel que ça peanut, là. C'est genre, c'est comme l'espèce d'huile au fond de la canne de peanut, là, genre. Tu sais, je veux dire, ces gens-là pourraient faire une différence s'ils mettaient de la pression, ils faisaient du lobby aux bons endroits au niveau gouvernemental. Mais tu sais, c'est tout le temps, c'est comme si, avec ce genre d'institutions-là, malheureusement, au Québec, de la façon dont ça a été construit aussi, puis surtout que les gens qui sont sur les conseils d'administration, sur ce genre d'establishment-là, ils sont sensibles à ce qui se passe parce qu'ils ne veulent pas, s'il y a du changement puis ils ne s'adaptent pas, ben, à un moment donné, le monde va juste se désintéresser. Fait que, ils ne sont pas complètement à côté. Il y a du monde avec des bonnes visions là-dedans aussi qui sont là. Mais ça reste quand même des institutions qui sont gérées par des gens qui ont des intérêts financiers dans certains... La DISC, entre autres, c'est l'Association des producteurs de phonogrammes du Québec. Donc, c'est les gens qui mettent de l'argent pour produire des disques. Donc, principalement, c'est les plus gros labels du Québec qui sont membres. Puis par plus gros label, c'est vraiment les vraiment plus gros. Fait que c'est sûr que les autres, les artistes qui sont représentés là, c'est les artistes qui vendent des disques. Fait qui achète des disques aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ça représente pas 100% de la population. Puis ça a toujours été ça, dans le fond. À l'époque où tout le monde achetait des disques, OK, là, c'était peut-être plus proche de la réalité, mais là, aujourd'hui, les gens achètent plus vraiment de disques, le monde stream. Fait que là, oui, OK, ils ont des équivalences là-bas pour juger, et ainsi de suite, mais c'est sûr que c'est comme s'ils sont toujours un petit peu en retard sur ce qui se fait. Fait que c'est sûr qu'ils sont pas en avant, puis s'ils faisaient preuve d'un petit peu plus de leadership là-dessus, ben peut-être qu'on verrait un petit peu plus de changement dans la façon dont nous, on agit, puis surtout dans le financement qui est accessible pour les artistes. Il y aurait... Mais en même temps, eux, les gens qui sont là-dessus, ce que ça récompense, c'est les gens qui mettent de l'argent sur les disques. Fait que généralement, c'est les gens qui ont déjà un certain pouvoir financier dans cette industrie-là. Fait que ça représente pas nécessairement la nouveauté et les gens qui sont comme à l'avant-garde et qui essaient de faire des changements concrets dans cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que... C'est ça, je sais pas comment le dire, là, mais comme, tu sais, oui, je pense qu'il y a un changement positif, il s'adapte, clairement, il voit qu'il y a des nouvelles catégories, il y a plus de musique, il y a plus de styles de musique qui se font avant, puis je pense qu'à ce temps, ils en sont conscients. La disque, maintenant aussi, c'est possible, en tant que producteur indépendant, d'être membre de la disque, mais c'est très cher, tu sais, fait qu'il faut quand même, faut que tu aies les reins financiers nécessaires, puis assez solides pour dire que tu adhères à ces trucs-là, puis moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de bands. On parlait de Men I Trust tantôt. Men I Trust, c'est fucking huge. Là, cette band-là, c'est huge. Là, genre, c'est un des plus gros bands indie dans ce genre-là. C'est un des plus gros bands de la planète. Là, pas de la planète, dans le sens que c'est pas Kendrick Lamar, là, mais dans ce genre de grosseur-là, au Québec, en fait, c'est probablement le band au Québec, le band québécois qui est le plus huge dans le monde là, en ce moment. Probablement. Là, je dis ça. Pas analyser les chiffres, mais avoir les dates de tournée, puis les revenus associés à ça, puis la façon dont ce qu'ils font, puis les streams associés à ça, c'est quelque chose, là. C'est un phénomène, là. Je sais pas s'il y a d'autres bands aussi huge que ça, de façon planétaire, dans le sens qu'il y a des bands comme les Cowboys Fringants qui ont des super grosses... Mais c'est qui chantent en anglais, Man I Trust. Fait que c'est ça, c'est différent, là. Ouais, mais c'est québécois quand même. Oui. Mais pour l'envergure, tu sais, les Cowboys Fringants, c'était en français. C'est ça, tu touches un autre marché, c'est sûr que... Mais en même temps, il y a plein de bands canadiens, franco, ou il y a plein de bands anglophones, québécois qui n'ont pas cette envergure-là, même s'ils jouent à l'extérieur de ça, c'est quand même... c'est vraiment impressionnant, tu sais, puis je veux dire, ils sont pas à la disque. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai, hein? Puis ils n'ont jamais été à la disque non plus. Puis ils sont parce qu'ils voient comme s'ils étaient ailleurs. Mais pour eux, c'est inutile. Ouais, c'est ça. C'est complètement inutile parce que c'est pas ça leur marché. C'est pas leur affaire. Fait que là, après ça, t'as comme. Tu vas à la disque, puis là, t'as meilleur album de l'année. C'est comme. Puis là, c'est genre Roxane Bruno. C'est comme. OK. Genre, respect Roxane Bruno, dans le sens rien, mais c'est comme. Où t'as des catégories comme artiste ayant le plus rayonné à l'international, puis là, t'as Loud. Et non Céline Dion. Genre. Ouais, genre. Là, c'est comme, OK, mais attends un peu, là, Loud, il a fait 5 shows en France, tu sais. Men I Trust, ils ont fait genre 95 shows à l'extérieur du pays, dans comme, tu sais, sur tous les continents du monde, sauf l'Antarctique, tu sais. Fait que t'es comme... Puis c'est eux qui, tu sais, c'est comme, dans le fond, c'est
ça marche pas. C'est pas vrai que c'est l'autre qui est l'artiste qui a plus rayonné à l'international au Québec. C'est l'autre band, mais l'autre band, parce qu'ils n'ont pas payé pour être membres, ils sont un peu mis de côté. Ils sont mis de côté. Il faut que tu payes. Il faut que tu sois membre de la disque pour être sur le gala de la disque. Ah, ok. Ben oui. Ok. Faut que ton label paye pour être membre de la disque. Ok, fait que c'est si t'as pas de label, une association. Il faut que tu sois membre de l'association. Puis là, une fois que tu es membre de l'association, il faut que tu payes pour mettons que tu sors un album, ou que tu as un de tes artistes, mettons que là, t'es Bravo Musique, puis là, ben, tu sors l'album de Adriane Cassidy, ben là, Bravo Musique, eux autres sont membres de la disque, ils payent leurs frais annuels en membership. Puis après ça, ils vont dire, bon, ben là, Lou Adriane, mettons, cette année, on veut qu'elle soit nominée dans meilleur album de l'année, meilleur spectacle de l'année, meilleur réalisateur. Tu sais, mettons, ils choisissent les catégories qu'ils pensent. Et là, tu payes par catégorie dans laquelle tu appliques. C'est que c'est ça le fonctionnement à la disque. C'est comme ça. Puis c'est comme ça pour la plupart des concours aussi. Puis c'est correct, là. Je veux dire, je suis vraiment pas en train de dire que c'est... Faut pas non plus partir en croisée. C'est pas ça mon point. Mais tu sais, c'est juste comme, faut être conscient que ce qui est à la disque, c'est les produits des gens qui sont membres de la disque et pour lesquels le label a décidé de mettre de l'argent pour que les gens... Puis là, je dis ça, c'est vraiment pour... C'est vraiment pas pour invalider les gens qui gagnent. Au contraire, les gens qui gagnent, les gens qui sont en nomination dans les catégories, ils le méritent là, 100%, là, dans le sens que si t'es là, puis que ton label met de l'argent, puis que c'est ça, puis que après il y a un jury aussi, puis tout, là, je veux dire, tu sais, c'est dans le sens que c'est pour ça que je veux pas... c'est pas 0% mérité, là. C'est 100% mérité, là, si t'es là, c'est ça. Mais on se comprend. Mais reste que, tu sais, si t'es pas membre, ben, t'es pas dessus. C'est tout. Fait que ça prend comme la tranche du milieu, là. Tu peux pas être trop successful, parce que sinon, si tu l'as dit, ça sert à rien. Tu peux pas être assez successful, entre guillemets. Fait que c'est quand même... Est-ce que tu penses que les artistes qui font partie... Ben, pas qui font partie de la disque, mais mettons, je prends comme exemple, là, pourquoi j'ai ce nom-là dans ma tête, Isabelle Boulay, là. Ouais. Je pense qu'Isabelle Boulay, elle devrait mettre de l'avant les nouveaux artistes country, pop qui sortent, ou est-ce que c'est plus l'industrie en tant que telle? Parce que genre l'artiste, c'est quand même... Je veux dire, l'artiste fait partie de son label, puis tu sais, c'est un peu symbiotique, mais tu sais, est-ce que tu penses qu'il y a un devoir des artistes de mettre la nouvelle génération? Tu sais, comment tu vois ça? Je pense que ça dépend, mais je pense les artistes en font déjà beaucoup. Là. Même si t'es un artiste établi, de ne pas apporter la charge sur les épaules de tous les artistes qui, à une certaine époque, ces gens-là étaient des artistes émergents aussi. Puis je pense que de toute façon, à la base, la plupart des artistes ont cette sensibilité-là, puis ils font ce qu'ils peuvent déjà. Des collaborations, genre. Ouais, je pense que si tu leur disais, ils le feraient, puis je pense que ce serait ça, mais je pense que c'est la façon dont l'industrie est montée au Québec, en fait, qui crée. C'est un truc systémique, en fait. C'est comme ça. C'est pas fait pour encourager nécessairement l'émergence. C'est pas fait nécessairement pour encourager les créateurs indépendants ou les créateurs marginaux. C'est fait pour encourager une partie de l'industrie musicale puis pour la mettre de l'avant. Puis c'est sûr que ça favorise pas... C'est pas quelque chose qui est impartial. Puis c'est sûr que la disque remplit quand même une fonction aussi du fait que le public québécois, qui est pas nécessairement renseigné, ben lui, il voit la disque comme... lui, il voit, ça a gagné le meilleur album de l'année. Elle a dit, ça va être vraiment bon, genre telle affaire. Fait que les autres, ça devient un peu un truc de mise en marché. En fait, ça sert 100% à mousser la mise en marché des artistes qui sont autour de ça. Fait que c'est pour ça que pour un label, c'est full pertinent de dire, OK, moi, je vais inscrire mon artiste à tout ça parce que plus tu as des nominations, puis si en plus tu gagnes, évidemment, ben là, c'est full bon pour le rayonnement de l'artiste qui gagne, et ainsi de suite. Fait que c'est super pertinent, puis dans les médias, c'est repris après ça, puis là, tu peux mettre ça partout, gagnant de la disque, mais c'est que c'est mettons, la critique que je fais par rapport à ça, de mon point de vue de personne qui travaille avec beaucoup de musiciens indépendants, marginaux, et ainsi de suite, ben, c'est que c'est pas représentatif. Fait que il faut arrêter de... ce que je trouve confrontant, c'est quand tout ça est présenté comme voici le gala de l'industrie au Québec. C'est comme. Faut vraiment comprendre là, ce que ça veut dire, gala de l'industrie au Québec. Là. Parce que c'est pas voici le gala de la musique au Québec. Parce qu'il y a plein de monde qui sont pas représentés dans ce gala-là. Puis en fait, il y a une majorité de gens finalement qui font de la musique qui sont pas du tout représentés à la disque. Mais si tu présentes ça comme le gala de l'industrie, ben là, OK, peut-être ça a du sens parce que c'est vrai que c'est les membres de l'industrie de la musique au Québec et principalement l'industrie de la musique francophone
avec d'un style radiophonique qui est représenté. En tout cas, c'est ça. Fait que tu penses qu'il devrait avoir comme pour la disque, mais des prix, mais pour les bands, je dirais émergents. Émergents, entre guillemets. Ou est-ce que le problème, c'est qu'il y a des prix à gagner pour la musique, genre. Parce que dans ce style, mettons, on dit, OK, pour toutes les personnes qui adhèrent pas à la disque, qui veulent pas adhérer, on donne des prix, mais là après ça, genre, est-ce que le fait qu'on donne des prix, ça va juste recréer un autre système un peu plus loin, comme je sais pas, dans le sens, est-ce que c'est le système des prix qui est pété? Ouais. Ou... Je saurais pas dire, tu sais. C'est sûr que, tu sais, à quelque part, c'est un peu un gala qui est mis, ou du moins, c'est un peu une association qui est mise en place qui sert à créer une certaine forme de surenchère, pas de surenchère, mais d'autopromotion de certains projets, tu sais, dans le sens, c'est comme, t'es une association, t'es une gang, tu sais, qui contribuent ensemble à faire ce que cette association-là existe, puis tu dis, bon, on va se faire un gala pour pouvoir, comme, donner de la matière après ça à nos relationnistes de presse pour dire, hey, checker ça, cette affaire-là, c'est fucking malade, tu sais, fait que c'est comme un investissement qui est pertinent, puis ça permet effectivement de faire rayonner la musique québécoise. D'une certaine manière, je veux dire, ça remplit quand même vraiment bien son rôle, là. Je veux dire, au niveau des médias, ils en parlent après ça, des gagnants, tout ça, puis ça aide à comme faire mousser des ventes dans des festivals, et ainsi de suite. Puis il y a plein d'artistes québécois qui en bénéficient grandement de tout ça, tu sais. Fait que je pense que ça reste quand même quelque chose de positif. Je dirais pas que c'est brisé, là, cette affaire-là, pas du tout. Ceci dit, c'est que je pense qu'il y a peut-être une certaine forme d'éducation à faire au niveau du public, de dire que, hey, comme c'est malade, mais ce n'est pas tout. Il y a comme un paquet de choses autour, puis renseignez-vous, parce que la musique québécoise, c'est pas juste la disque. T'sais. Puis en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méritent, pour qui ça vaudrait la peine, en fait, d'avoir cette information-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la musique québécoise parce qu'ils l'associent à ça. Puis c'est sûr que, mettons, moi, personnellement, je veux dire, ce qui se passe à la disque, à part quand c'est des bands vraiment cool comme Rose, justement, ou Ariane, ou Lou, ceux qui sont en nomination, je suis vraiment content, puis je trouve ça vraiment nice. Mais tu sais, moi, quand je veux dire, personnellement, Isabelle Boulay, justement, c'est comme... ou Rock Voisine qui est en nomination, encore des affaires de même, je suis comme... Ça fait 50 ans que vraiment... Tu sais, c'est ça, je m'en sac, là, genre, c'est comme, tant mieux pour lui, mais comme ça m'intéresse pas, mais tu sais, c'est sûr que comme, si j'étais pas renseigné, si je travaillais pas 100% de ma vie dans la musique émergente, puis que j'étais pas renseigné au niveau de ça, comme, je pourrais me faire une idée que la musique québécoise, c'est ça. C'est Rock Voisine, puis une coupe d'hipster, tu sais, genre... Puis je pense qu'il y a bien du monde au Québec qui a leur opinion de la musique québécoise, c'est ça. C'est comme des has-been, des hipsters. Qu'on sait pas trop c'est qui, puis Hubert Lenoir avec son maquillage, là, il énerve, puis nanana, puis comme, tu sais, puis il y en a bien du monde que c'est ça leur vision de la musique québécoise, puis ça s'arrête là. Fait que je trouve que ça, c'est l'effet pervers de ça, c'est que en sous-représentant toute la quantité de styles qui se fait au Québec, ben là, tu finis par donner une image de la musique québécoise, puis là, ben si toi, dans tes goûts, t'aimes pas ça, cette image-là, ben tu te dis que la musique québécoise, ben tu te dis comme le gars du Salvatore, là, tu te dis comme c'est de la merde, tu sais. Star Academy. On en a parlé la dernière fois, mais littéralement, c'est ce que tu viens de dire. Je sais pas si t'écoutes un peu, là. Toutes les artistes qui invitent, les tunes qu'ils font faire, c'est de la musique qui existe, qui est là, oui, mais c'est pas... ça représente pas du tout. Mais non, là. pas du tout, tu sais. Fait que c'est sûr qu'après ça, puis ils font ça parce que ça s'adresse à un public... Les codes d'écoute. Ça s'adresse à un public de ma tante, là, tu sais, puis genre de monde qui aime ça, puis vous excusez. Non, mais tu sais, c'est correct, c'est accessible, ça dépasse pas, et tout est là, puis c'est bien correct, tu sais, puis... Mais c'est-tu voulu? Fine. Ben, oui, parce que c'est de la télé. Tu sais, fait que il y a des pubs, puis il faut que ça soit un truc lucratif, parce que c'est des grosses boîtes, puis c'est de l'argent, puis t'es pas dans une démarche culturelle, tu sais, mais c'est ça, ça fait en sorte que ça... Oui, OK, ça sert à faire la promotion de la musique québécoise, mais en même temps, ça crée une image qui n'est pas nécessairement représentative de c'est quoi la musique au Québec. Puis après ça, ben, tu sais, c'est poche parce que ça fait en sorte que, tu sais, il y a plein de dudes là, qui écoutent de la Radio X, mettons, puis qui sont comme genre, ben moi j'ai ça, moi j'ai écouté Metallica, mais tu sais, dans le fond, s'ils connaissaient Soundvice, s'ils connaissaient Zuz, s'ils connaissaient, je sais pas, quelle band, tu sais, Voivod, tu sais, genre, je veux dire, c'est comme, ils triperaient, là, c'est comme, c'est la musique qu'ils écoutent, dans le fond, là, genre, mais faite par du monde proche de chez eux, puis
Puis il aimerait ça la musique québécoise, dans le fond, s'il connaissait. C'est l'argument béton, ça. Il y a un style ici pour... En fait, il y a un artiste pour chaque style. Je sais pas comment... Mais oui, il y en a plein. Il faut juste chercher. Là. C'est sûr que c'est difficile. Là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ben, parce qu'ils sont pas mis de l'avant. Il y a pas... Voilà. Puis ça, le prime, il est large parce que là, c'est les médias. Parce qu'il n'y a pas assez de médias en musique. À l'époque, il y avait le Voir, il y avait comme un paquet de médias. Il y avait un paquet d'émissions qui étaient dédiées à la musique émergente. Il y avait plein d'affaires, fait que ça rayonnait un petit peu plus. À la défense, je vais statement, là, hot take, mais à la défense de Radio X, à une certaine époque, ils mettaient beaucoup de l'avant les bands, justement, plus émergents, plus punk, tout ça, à radio, avant que ça devienne vraiment de la trash radio. Genre. Mais à une certaine époque, il y avait plein de concours de musique émergente aussi qui étaient organisés par eux autres, tout ça. Fait que, il y avait quand même... Tu sais, à une autre époque, il y avait un petit peu plus de canaux de communication pour ça. Mais là, le fait qu'il y a moins d'argent investi en culture, le fait que les médias sont comme barouettés, le fait que les réseaux sociaux favorisent une certaine forme de contenu, le fait que tout ce qui se passe, mettons, aujourd'hui, fait en sorte qu'il n'y a plus ces canaux de communication-là. Il n'y a plus... les niches sont plus représentées. Même, tu es sur Instagram, tu n'as plus accès aux mêmes... ou les réseaux sociaux en général, tu n'as plus accès nécessairement à des communautés précises où là, tu avais comme où ces styles de musique-là, mettons, là, étaient représentés puis étaient mis de l'avant. Puis la preuve, mettons, de ça, c'est que, c'est, mettons, une démonstration par contre-exemple, là, ce que je vais dire, c'est toute la scène métal. La scène métal n'a jamais tant vu de pertes, si tu veux, dans des shows métal. Il y a full de monde. Ça achète full de merch, ça achète full de disques. J'ai des amis en ce moment qui sont dans le groupe Sedimentum, qui est genre black metal de Québec, tu sais. Puis ils sont en tournée en Europe, genre grosse tournée de 3 semaines, ils font des grosses venues, là, ils jouent devant du 3, 4, 500 personnes quasiment à chaque soir, puis tout ça. Mais tu sais, à Québec, ils ont fait leur lancement au Pantoum, il y avait genre 100 personnes, tu sais. Mais ça vend de la merch à leur tour, là, puis ils sont pas subventionnés, il n'y a rien, là. Ils sont là, ils vont, tu sais, c'est eux autres qui payent leur billet d'avion, leurs affaires, puis tout ça, mais ils vont venir probablement en ayant fait de l'argent, en fait, parce que ça vend, tu sais, là-bas, ça vend de la merch, ils ont des cachets, ils ont des affaires, puis tout, parce que le monde sont full renseignés, puis parce que la scène métal, vu que c'est très niche, ils ont jamais tant... vu que ça n'a jamais été, justement, ils n'ont jamais été promus ou ils n'ont jamais tant fait parler d'eux dans les médias mainstream, même dans les années 90-2000, où c'était plus la norme, mettons. Et ils ont comme développé des canaux de communication qui étaient propres à leur style, puis des réseaux, puis c'est devenu super comme fidèle comme scène, parce qu'ils étaient comme, nous autres, on se tient, on aime ça c'est musique-là. Fait que il y a comme une culture dans cette scène-là, d'encourager les bands, puis de se tenir, tout ça, qui est complètement absente, en fait, dans les milieux plus pop, qui sont plus reliés à l'industrie québécoise. Puis, en tout cas, c'est pour ça que, je veux dire, tu sais, c'est possible quand tu as des canaux, quand tu as une scène qui est faite pour que les gens se tiennent, quand c'est déjà ça dans ta scène. La scène métal est un bon exemple que ça se peut finalement de vivre d'un projet, même si tu n'es pas subventionné, mais juste parce que ta scène, elle croit en toi. Ton public, il est fidèle, ton public achète ta merch, ton public, il te supporte, ils sont là à tous tes shows, tu sors un nouveau t-shirt, genre le gars, même s'il y a tes 3 autres t-shirts de ton band, il achète le nouveau t-shirt parce que, tu sais, il veut soutenir le band, parce qu'il sait que c'est comme nanana, puis... Mais si on avait ça pour toutes les formes de musique, on n'en parlerait pas là, de la situation, mais en ce moment, c'est ça, c'est qu'on n'est pas fiers de notre culture, on n'est pas fiers de ce qui se fait, on est fiers de certaines affaires, là, je dis pas que c'est généralisé, mais je pense qu'on la valorise pas, tu sais. C'est là le problème. Mais c'est aussi qu'on peut pas valoriser notre culture, parce que la seule culture qui nous est transmise, c'est la culture qui nous rejoint pas. Tu sais, mettons, si moi, j'ai 18 ans, je me dis, fuck it, je me pars un band de prog rock, puis là, je me dis, ok, là, je veux être en français, ça va être comme, je vais faire partie de la culture, puis là, j'arrive, puis là, finalement, la culture, c'est, là, encore là, moi, littéralement, j'écoute Isabelle Boulay, là, je dis ça d'une place d'amour, puis là, j'arrive, puis pour moi, je me dis, ok, je vais m'y mettre, puis là, c'est Isabelle Boulay, la culture, puis là, je suis comme, pourquoi c'est une madame dans sa soixantaine qui représente, ce que je veux faire, puis en même temps, faut qu'il y ait la vieille génération, on peut pas juste comme à partir de 40 ans, ok, on les écoute plus, mais tu sais, c'est ça que c'est que, je suis d'accord avec toi. Si t'es pas capable de t'associer à une culture, parce que la culture veut pas nécessairement de toi, après ça, c'est impossible pratiquement d'en être fier, parce qu'il n'y a pas de culture à être fier, parce qu'il n'y en a pas de la jeunesse. Mais tu sais, en même temps, c'est comme... J'ai l'impression que c'est comme générationnel. À chaque fois, il y a comme un truc de genre, ça nous représente pas, on va faire un truc, tu sais, punk, grunge. Après ça, je sais pas, genre du nu metal. Fait après ça, l'électro, là, je me connais pas du tout en musique électronique. Fait que il y a des trucs que j'oublie. Le house dans les années 80, après ça, les hip-hop, tu sais, mais...
Est-ce que tu penses que, mettons, dans 10 ans, on va être genre, ah, là, ça marche pas pour un autre style ou. Parce que je sais pas, c'est l'impression que c'est comme un peu. À chaque génération, il y a un genre de, ah, ça marche pas. Ben, c'est sûr que chaque génération a comme sa révolution là, aussi. Là, puis oui, il y a des nouveaux styles qui apparaissent. Mais je pense que ce qu'on vit, mettons, actuellement, c'est vraiment différent. C'est comme une autre affaire parce que là, il y a tout l'aspect technologique associé à ça. Il y a tout l'enjeu du AI, il y a tout l'enjeu de. Tu sais, même dans ces années-là, je veux dire, ils se vendaient quand même des disques. Là, je veux dire, l'industrie de la musique était pas à se tirailler pour des grenailles là, de pourcentage de redevances entre du monde. Puis tout, là, je veux dire, tu pouvais quand même. Je veux dire. Quand j'ai commencé à faire de la musique, là, je me rappelle, mettons, les deals de distribution. Ça marchait, tu sais, c'était par CD. Là. Ça fait que là, puis, mettons, si tu voulais avoir un deal de distribution, c'est ça, il fallait absolument que tu aies tant de CD d'imprimer. Mettons. Fait que là, juste pour avoir un deal, il fallait que tu aies fait imprimer tant de CD, tu sais. Puis c'était par milliers, là, tu sais. C'était comme, c'est vraiment pas la même affaire aujourd'hui, là, tu sais. Puis genre, puis moi, je me rappelle dans ce temps-là, même avec nos bands, on faisait des shows, puis vu que le monde achetait des disques, là, des affaires, tu sais, j'ai fait des shows dans ce temps-là que même avec des cachets vraiment en poche, on était quand même capable de se repayer. Là, pour exemple, qu'on faisait, on se repayait parce que nos amis achetaient nos disques. Là, fait que ça change vraiment la donne là, aujourd'hui. Genre, c'est comme tu sors un album, si t'as pas eu une sub, souvent c'est fucking tough. Là, genre, où tu le fais, DIY, tu fais des affaires, tu fais tes trucs, mais tu sais. T'es comme, j'espère que je vais avoir des revenus, j'espère que je vais avoir un sérieux, j'espère que t'es comme, tu croises les doigts, mais c'est comme un peu une loterie, genre. Mais à l'époque, même les bands indépendants, ça vendait des disques, là, fait que tu pouvais quand même avoir un certain revenu. Puis si t'étais un artiste moindrement établi, puis que tu vendais des disques, tu étais vendu en magasin, t'avais un distributeur, t'avais ci, ça. Même si tes cotes de revenus étaient vraiment faibles, étant donné que le montant total accumulé était beaucoup plus grand, ben ce que tu recevais finalement comme revenu était pas si pire. Puis les cachets à ce moment-là étaient presque au même niveau que les cachets actuellement. Dans le sens que c'est parce que les prix des billets n'ont jamais tant évolué de comme 2001 à 2025. Là, genre, nous autres, quand on a commencé les shows, Pantoum, on faisait des shows à 10$. C'était comme ça le truc. T'sais. Puis là, à cette heure, mettons, les shows, c'est 15$. Mais tu sais, ça fait 13 ans. Là, c'est pas genre. Il y a bien des affaires que le prix a plus que triplé. Là, fait comme. C'est pas la même... c'est pas une excuse de dire que ça coûte cher, là, tu sais, venir voir les shows, là. Ben, il y a ça, puis je pense que c'est juste, le monde sont comme, je suis pas habitué de payer ça, puis en tant que musicien aussi, les cachets étaient comme similaires, tu sais, on gagnait, en fait, je pense que ça avait ressorti récemment, il y avait comme des bills, je sais plus trop quoi, mais tu sais, c'était genre, le monde était des années 90, mettons, pour jouer sur des shows de cover ou des affaires de même, tu sais, c'était du 300-400$ par soir, tu sais. C'est encore ça aujourd'hui. C'est comme genre, c'est malade, là. Genre, tu sais, 300-400$, c'est comme aujourd'hui, c'est un bon. Même, en tout cas, dans les bands qui jouent, tu sais, 300$, c'est comme genre, hey, wow, c'est un bon cachet, tu sais. Tu sais, mais 300$ quand tu y penses, là, tu sais, si tu veux jouer à Rouyn-Noranda, mettons, là, tu pars 2 jours, tu sais, t'es pas. Ton 300$, c'est pas malade, là, tu sais. Tu peux pas make a living, là, dans ça. Fait que, en tout cas, je veux pas non plus dépeindre une situation trop grim. Je pense qu'il y a quand même un beau mouvement en ce moment, quand même, de gens qui se conscientisent vers la culture québécoise, puis ils sont plus ouverts que jamais à ça. Puis un mouvement de protectionnisme aussi, avec tout ce qui se passe actuellement. Quand même, je pense que les gens se revirent de plus en plus, puis ils prennent conscience de tout ça. Mais je pense que par rapport à ta question de est-ce que c'est générationnel, qu'à chaque génération, à chaque décennie, il y a un nouveau style qui essaie d'émerger. Je pense pas que c'est le cas en ce moment. Je pense qu'on est vraiment comme dans une autre affaire. Puis aussi, je pense qu'actuellement, la musique, c'est beaucoup un mélange de beaucoup de courants. Là. Il n'y a pas tant de nouveaux courants de musique qui ont apparu, mettons, qui ont émergé de façon aussi marquée que justement le grunge dans les années 90 ou que le nu metal dans les années 2000 ou que certains styles d'électro qui ont apparu justement dans certains moments. Je pense que les dernières grosses révolutions, justement, c'était comme en 2010 avec comme toute l'espèce de indie rock, justement, montréalais, là. Justement Arcade Fire ce genre de band là, tu sais, comme ça, c'est comme les dernières fois qu'il y a eu, mettons, un genre de nouveau style de musique, là, mettons, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup du métissage de énormément de styles, puis je sens pas qu'il y a tant une affaire qui est plus... Aujourd'hui, en fait, les mélanges sont beaucoup plus acceptés, là, puis je pense que sur un même album, tu vas voir quelqu'un faire une tune full 80s, après ça, l'autre full 70s, après ça, là, c'est notre tune 60s, après ça, il y a une tune full rock, parce que, tu sais, il y a comme vraiment plus de mélange
à même le même album. Fait que c'est moins du... On est plus dans le collage de beaucoup de styles. Puis je pense que le monde accepte beaucoup plus d'affaires, mettons, musicalement qu'avant. Fait que ça, je pense que c'est vraiment positif puis quand même cool. Mais... ouais, c'est ça. Je pense que... Oh, bon. T'avais combien de temps? Ben, moi, c'était jusqu'à 5h, puis 5h06, fait. Ouais, mais là, on peut pas finir comme ça, là. Non. Ben, moi, je trouve que ça finit sur une bonne note, là. Je veux dire. Dans le sens... là, il y a eu comme un 15 minutes de « Oh mon Dieu, ça va mal », mais dans le sens, genre... Ben, c'est vrai, là, je veux dire. Ben oui. Mais en fait, dernière question, parce que moi, je t'entends, c'est pas grave. Je me disais, là, on parle de l'industrie en tant que telle, puis t'as mentionné plusieurs fois les subventions, puis tu sais, fait que, tu sais, le gouvernement, quand même, un gouvernement, puis des projets plus comme Première Ovation, je pense que Sophia, t'avais une subvention d'eux. Non, pas encore, mais on m'en a parlé beaucoup, que c'était une possibilité. Mais là, j'étais avec l'Ampli, là, en ce moment, fait que là, je vais voir ça mais nous, là, mais c'est ça, j'en ai entendu parler. Ça fait que, tu sais, il y a, mettons, des organisations de même, mais est-ce que tu penses que le gouvernement pourrait faire plus? Parce que là, mettons, je sais que, mettons, le conservateur au fédéral, il veut couper le funding de Radio-Can. Puis là, je sais que, mettons, Radio-Can, c'est comme aussi c'est musique, puis des fois, ils font des trucs. Ben oui. Mais tu sais, est-ce que, mettons, ben là, la CAQ, ça n'arrivera pas, là, mais mettons que le prochain gouvernement qui est élu à provincial devrait faire plus s'impliquer. Puis est-ce que tu as des idées comment ça pourrait marcher? Ou je pense que... Moi, je dirais ça... Si, mettons, un gouvernement conservateur dit « OK, fine, on va couper dans les subventions en culture parce qu'on considère que ça devrait pas être le rôle de l'État de subventionner la culture. » OK? Bon, c'est pas nécessairement mon opinion, mais... en fait, c'est pas du tout mon opinion, mais... OK, fine, c'est ça votre décision. Mais... Par contre, mettez en place des lois pour qu'on puisse faire du profit. Il n'y a aucune entreprise au Québec qui accepterait de se faire dire « Ben nous, on ne subventionnera plus tes services, mais on va laisser des compagnies vendre tes produits puis de rien te donner en échange. » Tu sais, dans le sens comme... En ce moment, le gouvernement est aussi responsable du fait qu'ils ont laissé des compagnies comme Spotify, Apple Music et autres s'implanter. Ils sont aussi responsables du fait que les réseaux sociaux se sont implantés puis utilisent le contenu des créateurs de musique. Le gouvernement est supposé être responsable aussi de légiférer tout ce qui est utilisation du AI. C'est le gouvernement aussi qui gère, c'est le CRTC en fait, qui gère les redevances pour ce qui est joué en public. Tout, c'est le rôle du gouvernement de mettre en place des lois pour que l'économie fonctionne d'une certaine manière. Fait qu'après ça, vous voulez pas financer les créateurs de contenu, les créateurs culturels, OK. C'est peut-être une décision qui se vaut, mais là, donnez-nous les moyens, par contre, d'avoir les revenus nécessaires pour qu'on puisse opérer. Je veux dire, si demain, on disait à des cultivateurs, ben là, à ce temps, les gens il y a un nouveau service qui arrive en ville, là, ça s'appelle Farm You. Puis là, tu peux payer 10$ par mois, puis tu peux prendre ce que tu veux à l'épicerie. Ça coûte absolument, puis ça coûte rien d'autre, OK? Puis que là, il disait... Mais qu'à ce temps, c'est de même, le monde n'a plus besoin d'aller dans les épiceries conventionnelles. Tu vas chez Farm You, tu fais ton épicerie, ça coûte 10$ par mois, c'est un abonnement. Mais je veux dire, les cultivateurs, c'est comme genre, ben, c'est parce que, man, comment tu veux qu'on paye nous autres si comme c'est mais ça marche, les autres, ils font quoi, comment ils prennent où leurs produits, c'est quoi l'approvisionnement, c'est comme, ah non, mais vous allez avoir des redevances de leurs services, ils vont vous donner ça selon ce qui est acheté. C'est comme, OK, mais genre, moi, il n'y a aucun cultivateur qui accepterait de faire ça. Là, c'est sûr qu'on repart de la bouffe et de la musique. Là, je veux dire, on s'entend que c'est pas l'affaire. Là. Mais comme après ça, OK, mais là, si le gouvernement dit c'est de même que ça marche à cette heure, OK, on accepte le fait que tu peux t'abonner à l'épicerie puis manger ce que tu veux, ben je veux dire, OK, fine, mais là, mets en place quelque chose pour que les cultivateurs puissent survivre puis continuer à créer comme de la bouffe. Sinon, comment tu veux qu'il y ait de la bouffe dans ce service-là. Je pense que c'est la même affaire. En tout cas, pour moi, je vois ça un peu de façon similaire au niveau de la culture. C'est que, OK, vous laissez se mettre en place des entreprises comme ça qui font du streaming. Ben là, mettez en place des lois pour qu'eux redonnent leurs revenus directement aux gens qui font de la musique. Puis à ce moment-là, tu sais, je veux dire, si demain, on avait des redevances convenables pour la musique qui est écoutée, qui est streamée, ben, je veux dire, on serait beaucoup moins dépendant des subventions pour pouvoir faire de la musique, puis la situation serait vraiment différente parce qu'on aurait, comme à l'époque où ils se vendaient des disques, ben on serait capable de dégager un revenu, puis un artiste qui a du streaming ou qui les écoute, ben je veux dire, il serait capable d'avoir, peut-être, si le niveau des redevances était équitable, il y aurait peut-être assez d'argent pour pouvoir comme subsister. Fait que c'est pour ça que c'est comme, OK, si le gouvernement veut enlever les subventions en culture, fine, mais comme mettez des lois en place par contre pour que tu sais, on s'entend que
les musiciens, en plus, aujourd'hui, je veux dire, d'une certaine manière, quand tu te pars un projet de musique, là, je veux dire, tu deviens finalement quelqu'un qui produit quelque chose qui va être consommé par des gens. Fait que d'une certaine manière, tu es une PME, là, genre, mettons qu'on le regarde bien froidement, tu es une entreprise québécoise qui offre un produit avec des clients qui l'achètent puis qui le consomment. Mais là, je veux dire, OK, fine, vous êtes un gouvernement conservateur qui veut être pro-économie, pro-entreprise. Ben, permettez-moi d'offrir mon service puis d'avoir un revenu avec mon service. Vous voulez pas le subventionner? Fine, mais là, mettez en place de quoi pour qu'au moins le monde achète mes affaires puis que je puisse faire de l'argent. Il n'y a aucune entreprise au Québec qui accepterait ça, là, je pense, peu importe la nature, là, en construction ou en quoi que ce soit, qui accepterait de se faire dire. C'est comme, ben vous autres, il y a des, on va rien mettre en place pour que vous ayez des revenus. Puis on va arrêter de vous subventionner. C'est comme, ben là, mais on va mourir, voyons, ça marche pas, Retourne à l'école. Fait qu'un des deux, faites un des deux. Après ça, si vous laissez en place du streaming ou si vous laissez en place comme le système actuel, vous trouvez que c'est comme ça que ça devrait fonctionner puis que ça en fonctionne, ben OK. Mais là, dans ce cas-là, par contre, subventionnez-nous parce que là, ça fonctionne pas. De la même façon que le cultivateur va dire, ben OK, vous laissez ça en place, c'est plus favorable pour les gens. C'est genre que les gens, on accepte, mettons, en tant que société, on va de façon, quand on vote, c'est ça qu'on fait, on va dire donc collectivement, on va accepter que cette décision-là est valide. Bon, ben parfait, fine, on accepte, mettons, que le streaming à ce temps fait partie de notre vie. OK, fine. Mais là, il faut mettre plus d'argent pour subventionner les créateurs, puis pour les gens qui continuent à faire du théâtre, puis pour les gens qui continuent à faire de la danse, et nanana, et ainsi de suite, ben, comme ces gens-là, il faut qu'ils continuent à vivre s'ils veulent continuer à faire leur art, puis qu'on puisse avoir tout ce qu'on a actuellement, ben là, il faut le financer. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est comme... C'est un des deux, là. C'est comme soit vous légiférez plus le streaming, puis vous mettez en place des choses pour que les artistes au Québec puissent avoir des revenus. Puis là, OK, peut-être réduire les subventions. Ou vous laissez ça comme c'est là en ce moment, mais vous subventionnez davantage parce que là, en ce moment, on peut juste plus avoir de revenus avec ce qu'on fait. Fait que pour moi, c'est un des deux. Puis l'autre affaire par rapport à ça, où je voulais aller, c'est par rapport aux subventions, c'est que, tu sais, je trouve que c'est un peu du tape à l'œil pour les gouvernements de dire « Oh, on va couper en culture. » Non, c'est super facile de dire ça parce que quand tu regardes froidement, mettons, si tu fais le taux de comparaison, mettons, du budget total du Québec, là, mettons, ou même du Canada, versus ce qui est investi directement en culture, là, puis pas nécessairement en programme d'infrastructure, là, vraiment comme... En fait, même avec les programmes d'infrastructure pour les lieux culturels et les affaires, tu sais, c'est moins que 1% du fucking budget, tu sais. Fait que c'est comme, OK, on va couper les programmes en culture. C'est quoi l'économie, réellement? Tu sais, c'est comme... C'est quand est-ce que tu te dis, ouais, fait que, tu sais, l'affaire que je m'achète une fois par année, tu sais, je sais pas, mettons que tu t'achètes un paquet de cigarettes par année, là, genre pour fumer avec tes amis dans un chalet, une fin de semaine par année. Tu fumes jamais de ta vie. Là, c'est la seule fois que tu t'en achètes. Est-ce que c'est vraiment ça la dépense inutile de ta vie? Je sais que c'est un accident vraiment de merde, là, mais tu sais, c'est vraiment comme. Mettons que tu bois pas, là, puis là, tu te dis comme, sauf une fois par année que mes chums, on fait genre, on s'achète, ou je sais pas, là, genre au nouvel an, tu dis, je m'achète une bouteille de champagne. Tu sais. Est-ce que c'est vraiment cette dépense-là qui a un impact majeur sur comme ton budget annuel, tu sais, c'est pas ça, là, genre, c'est plein d'autres affaires, là, tu sais, c'est des trucs comme ça clique, tu sais, que ça, comme chez Nordvolt, tu sais, c'est comme, là, si tu regardes, mettons, tout ça, c'est genre, je sais pas combien de milliards, puis ça, c'est genre, tu sais, c'est 20% du budget annuel, tu sais. Ça, c'est des coupures qui font une différence, tu sais. C'est pas les coupures en culture qui font une différence, là, tu sais. Ça fait juste comme que le monde qui aime pas la culture québécoise, ils ont comme l'impression que t'as fait quelque chose de concret, mais c'est rien, dans le fond, là, comme, t'as rien changé. En tout cas. C'est vrai. Je me demandais, mais... Tu sais, pour les streaming, admettons, Blue Sky qui a été créé pour comme l'alternative de Twitter, est-ce que, X, whatever, est-ce que tu penses que créer un site de streaming québécois, comme, pas, peut-être possédé par une entreprise / une société d'État québécoise, pas que finalement ça soit racheté par Spotify, peut-être. Est-ce que tu penses que c'est une bonne alternative ou ça reste encore juste comme mettre du maquillage sur quelqu'un pour que, genre, ça soit streaming, mais vu que c'est québécois, c'est correct, ou c'est dans le sens que... Attends, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu penses que s'approprier streaming pour que ça soit québécois, c'est une bonne idée, ou est-ce que tu penses que c'est streaming à la base qui est un problème? Parce que si c'est québécois, il va avoir un revenu qui est acceptable, là, tu sais. Je pense qu'effectivement... Non, mais c'est vraiment pertinent ce que tu amènes. Moi, je pense que le streaming, à ce temps, fait partie des habitudes de consommation. Revenir en arrière là-dessus, je sais pas jusqu'à quel point on va être capable. Moi, je pense... Puis
parle vraiment en tant que consommateur de musique. Moi, je trouve ça vraiment quand même malade d'avoir accès à toute la musique du monde en tout temps, n'importe où, quand tu veux. C'est quand même, d'un point de vue vraiment utopique. Puis là, genre, je reprends... j'avais lu un article de Steve Albini sur la question, qui est quand même quelqu'un avec des opinions, qui était quelqu'un avec des opinions assez tranchées sur l'industrie de la musique aux États-Unis. Mais lui, il était quand même, j'adhérais quand même à son système où il disait, le streaming d'une certaine manière, pour les créateurs de musique, puis pour les amateurs de musique, c'est une utopie, là. Je veux dire, c'est malade, là. Je veux dire, de dire que, mettons, toi, tu fais ton album, tu mets sur les sites de streaming, quelqu'un en Australie qui te connaît pas en tout peut l'écouter. C'est fucking malade, là. C'est impossible avant. D'une certaine manière, c'est fucking génial, là. Fait que, moi, je suis quand même down avec ça. Je suis pas contre le streaming, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que les redevances aient avec. Faut que... C'est comme... C'est comme si tu disais... Mettons, par rapport au streaming, il y a une analogie à faire avec ce qui s'est passé avec Uber puis les chauffeurs de taxi il y a quelques années. Je sais pas si vous aviez suivi un peu la saga et tout ça, mais tu sais, quand ils ont laissé s'implanter Uber dans nos habitudes et ainsi de suite, ils ont comme, tu sais, ils sont vraiment allés sur la base du libre marché. Fait que comme une nouvelle entreprise qui arrive avec un service, et ainsi de suite. Puis le gouvernement a quand même pris du temps avant d'essayer de légiférer ça. Puis il a fallu justement que les chauffeurs de taxi chialent en disant que, hey, nous autres, on paye des licences puis tout pour être chauffeur de taxi. Puis là, n'importe qui peut faire du Uber. Ça coûte un bras, un permis, c'est genre 20 000 $. C'est fucking cher, tu sais. Fait qu'il était comme, ça fonctionne pas, tu sais. Pourquoi est-ce que là, on a une compétition directe qui paye pas les mêmes frais que nous? Fait que, tu sais, ça a vraiment changé, tu sais. Puis finalement, ils ont jamais pu revenir en arrière sur Uber. Tout le monde s'est mis à l'utiliser, et ainsi de suite. Puis c'est quand même une forte injustice. Bon, finalement, ils ont comme essayé de mettre en place des affaires, ça a comme semi-fonctionné, mais je pense que par rapport au streaming, c'est un peu la même affaire. Là, on a laissé quelque chose s'implanter, les gens ont changé leurs habitudes de consommation. Là, de revenir en arrière là-dessus, c'est un peu comme... C'est un peu tough, là. C'est un peu... je trouve ça un petit peu extrême. Mais je pense que si justement c'était ça, si Uber à la place c'était un service justement qui était dont les revenus allaient justement à la communauté, ben ça serait quand même déjà vraiment différent. Ça serait une option alternative. Là, ça s'en va une entreprise qui est dans un autre pays, une entreprise américaine en plus. Fait que même chose pour Spotify, Apple Music, ainsi de suite. Je veux dire, là, les revenus associés à ça, ils s'en vont à l'extérieur dans une entreprise qui est dans un autre pays qui n'a aucun intérêt en notre culture. Fait que si c'était une société d'État qui le détenait, comme Hydro-Québec, mais là, ce serait Streaming Québec, genre, Musique Québec. Je sais ça pas, serait mal fait, là. mais en tout cas, peu importe, mais ça serait déjà mieux, tu sais, je pense, parce que là, au moins, effectivement, OK, les profits, peut-être que les redevances seraient peut-être moindres, mais là, si tu dis, OK, cette société-là, son mandat, c'est que les profits doivent être réinjectés dans la culture québécoise, ben comme tu viens déjà quand même, à mon avis, de régler un gros problème, tu sais, puis ça, ce serait une façon concrète de dire, bon, ben, si vous voulez utiliser Spotify et tout ça, ben vous allez être taxé davantage parce que pour compenser le fait que vous utilisez un service qui vient d'un autre pays, puis à côté, ben il y a la société d'État, un peu comme, même affaire pour l'électricité, en fait, ou comme plein d'autres services qu'on a, tu sais, si tu fais de l'importation privée de vin, tu passes pas par, en fait, tu es obligé de passer par la SAC, tu sais. Ben en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a pour le vin, on l'a pour l'électricité, puis qu'on l'a pas pour la musique. C'est quelque chose que tout le monde consomme maintenant. Voilà. C'est rare que tu vois quelqu'un dans l'autobus qui n'a pas d'écouteurs. Tu penses qu'il fait quoi? C'est ça. Puis on s'entend que le vin, il y en a ça vient de partout dans le monde. Mais ça reste quand même une société d'État qui le gère. Puis tout. Puis ils peuvent mettre de l'avant les produits québécois. Ils peuvent faire plein d'affaires. Puis oui, OK, c'est peut-être chiant pour les produits d'extérieur de rentrer au Québec, et ainsi de suite. Mais justement, il y a une forme de protectionnisme. Puis ça valorise ça fait en sorte que la culture d'ici ou les produits d'ici sont valorisés. Puis comme... le prix est contrôlé aussi, puis comme, tout ça revient. Comme, je pense que, en tout cas, à mon avis, ça peut être une... Le streaming, à mon avis, on ne reviendra jamais en arrière là-dessus. Ça serait un peu niaiseux. Il est là. Ouais, puis c'est quand même cool, là, genre, d'une certaine manière. Je pense que d'avoir accès à toute cette musique-là, c'est vraiment hot là, pour s'inspirer. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, la seule façon de faire ça, c'était d'aller chez Archambault puis j'écoutais des CD comme avant de les acheter. J'avais pas accès à ça. Là, puis à un moment donné, l'époque où j'ai connu Napster, là, comme, c'était comme je partais des badges de download de tunes, j'allais à l'école, je revenais le soir, puis là, genre, j'écoutais ça. Je me gravais un CD que j'écoutais le lendemain dans l'autobus. C'était de même que je découvrais de la musique ou comme je pognais des CD à mon père puis j'écoutais ça. C'était comme... Là, à cette heure, tu peux vraiment écouter fucking des trucs, là, genre, pis ça coûte 10$, là. C'est quand même malade, là, quand tu y penses, là. Fait que moi, je suis vraiment down avec ça, mais faut que les revenus reviennent aux artistes, Moi, j'ai espoir. T'as espoir? Oui. Ben, je préfère avoir espoir que pas. Ben oui, mais non, mais faut juste, tu sais, le système en soi est pas mal, il est juste pas adapté parce qu'ils l'ont pas légiféré, ils l'ont pas mis en place, tu sais, puis...
Je sais pas si vous savez, en tout cas, je fais une petite parenthèse, mais je sais pas si vous êtes au courant un peu de comment ça fonctionnait dans le temps pour les CD vierges et les cassettes vierges, ok? Parce que avant qu'il y ait le streaming, tu pouvais. Il y a beaucoup de gens que la façon de pirater de la musique, c'était de graver des CD. Oui, mon père C'est faisait la ça. radio ou la forme, c'est ça? Ouais, ou de faire des mixtapes, tu sais, Ok. des affaires de même, tu sais. Fait que, ou c'est que, mettons, t'achetais un CD, Ouais. puis là, tu le gravais. C'est ça. Fait que tu faisais une copie du CD. Mais Fait que là, tu le donnais à tes amis. Hein? C'était-tu dans l'ordinateur, genre? C'était ça, pas l'ordre, mais t'avais des machines pour le faire. Ah ouais, t'avais des graveurs de CD. Ouais. Pour les films, par exemple. Ouais, pas pour la musique. Les films, tu peux faire, les cassettes, tu peux faire ça, c'est tu sais. Ou t'avais. En fait, tu branchais un tape cassette dans un autre tape cassette, tu tapais. Moi, je me rappelle, on avait une radio chez nous, on avait des. Mon père nous faisait des mixtapes quand j'étais jeune, tu sais. Il y avait des tunes qu'on aimait à la radio, puis quand on passait à la radio, il y avait une cassette de prête, puis là, tu l'enregistrais. Fait comme ça, t'avais ta tune, puis tu peux partir avec ton Walkman, puis écouter ta tune, tu sais. Puis. Fait que c'était de même que le piratage de musique se faisait, genre. Puis il y avait du monde qui achetait des contrefaçons. Là. Fait que, mettons, t'achetais un album, puis là, tu le copiais, tu donnais à tous tes amis. C'était plus tough à faire pour vinyle, mais tu peux quand même transférer vinyle sur cassette puis donner les cassettes à tes chums. Fait que pour contrer ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une taxe sur les CD vierges puis les cassettes vierges. Puis la taxe, le montant de la taxe s'en allait directement à la SOCAN. Puis la SOCAN, après ça, eux autres, ils redistribuaient les redevances de ces taxes-là dans les revenus aux artistes, selon ce qui était joué à la radio. Puis ça avait du sens parce que, vu que la cassette, souvent, tu mettais du stock qui passait à la radio, ben si ta tune jouait souvent à la radio, on pouvait penser que ta tune était sur beaucoup de cassettes vierges. Fait que d'une certaine manière, c'était super fair. Puis il y avait des revenus associés à la SOCAN associés à ça. Puis ça, on appelait ça des revenus sur la copie privée. Puis d'une certaine manière, c'était super correct que ça fonctionne. Fait que tu sais, ça existe des systèmes pour faire en sorte qu'il y ait des redevances associées à d'utilisation autre que par l'achat direct de ton album, quoi que ce soit. Ça se peut. Mais, ce qui est dans... je fais une leçon d'histoire. En 98, quand les supports, les clés USB ont commencé à apparaître plus sur le marché, tout ça, il y a eu beaucoup de lobby pour que cette même taxe-là soit appliquée sur tout support informatique qui permettait de stocker des données. Okay. Fait que clé USB, les iPods, à l'époque, tous les lecteurs MP3, les fait qu'ils voulaient importer ça sur tout. Mais là, les compagnies informatiques n'étaient pas down parce qu'ils étaient comme, ben, tu sais, ça veut dire que cette taxe-là va être sur les ordinateurs portables aussi. Fait que ça faisait vraiment augmenter. Puis, ben là, le consommateur, l'accès à l'informatique, fait que ils n'ont jamais réussi à faire passer comme cette taxe-là, finalement. Puis, ils ont réussi après ça dans les années 2000, justement après la saga de Napster, et ainsi de suite. Trop jeune pour avoir vécu ça, mais il y avait eu genre une grosse affaire parce que le Napster, le monde téléchargeait de la musique là-dessus puis se gravait ça sur CD. Puis c'était comme, en tout cas, il y avait eu à un moment donné au Grammys, il y avait une vidéo avec Lars Ulrich qui rentre dans un truc. Parce que c'était Metallica qui s'était plein comme parce qu'il se faisait pirater dans la musique et blablabla. On manque des millions de dollars, Metallica, pauvre Metallica. Oui, c'est ça. Mais bon, il était un peu la figure de la lutte contre le piratage, tu sais. Puis il y avait System of a Down qui avait fait à l'époque un CD il n'y avait pas de pochette, puis c'était juste un CD blanc, puis c'était écrit Don't Steal This Album, puis c'était comme écrit comme au Sharpie, genre dessus, fait que c'était comme un peu pour contrer le piratage. Là. Il y avait comme tout un mouvement de ça, dans les années 2000, puis c'est ça, mais finalement, c'est la foutue taxe, ils l'ont jamais appliquée sur le matériel informatique, tu sais. Mais c'est un peu nono, là, parce que quand on y pense, je veux dire, si aujourd'hui ils l'avaient fait, là, 100% du matériel informatique qu'on achète, c'est-à-dire les téléphones, les ordis, toutes, là, les tablettes, il y aurait une taxe reliée puis qui donnerait des redevances. Là. Fait que ça serait fou, là. Nos redevances 5 ans seraient comme 50 fois plus élevées, possiblement, si c'est pas 150 fois plus élevé. Là, fait que il y en a des façons de faire. On pourrait taxer les fournisseurs d'accès à Internet. Ils font extrêmement beaucoup de profit, ces gens-là, finalement, sur le fait qu'on se connecte à Internet pour aller chercher du contenu. Parce qu'au-delà des réseaux sociaux, ça te prend une connexion Internet pour y aller, puis c'est quand même très cher. T'sais. Il y a plein de paliers d'affaires qu'on pourrait aller taxer pour comme aller chercher une partie du revenu de ces grosses entreprises-là, puis comme de le redonner aux artistes. Là. Il y en a des solutions, il y en a plein de solutions. Fait que je pense que tu le dis, là, on va en trouver des solutions, il y en a, mais il faut qu'il y ait une volonté politique de le faire. C'est ça. Puis je me demandais, tu disais, le streaming c'est là, ça sert à rien de revenir en arrière. Là, tu as parlé de l'IA brièvement. L'IA n'est pas encore installée complètement, mais ça, tu penses qu'on devrait agir maintenant, je suppose, comme contre ça? Là? Ben oui, c'est sinon trop tard, ça comme ça reste. En fait, il est probablement déjà trop tard, mais comme... c'est sûr que si tu laisses une affaire de même s'implanter, à un moment donné, c'est tough de revenir en arrière. Mais pour l'instant, c'est trop de la merde, là. Ça veut. Ça Ouais, aide ceux qui sont déjà big, en fait, là, mais pas les nouveaux. Ouais. Non, c'est caca, ça va. On est protégés un petit peu pour l'instant. Pour la musique, là, je parle. Ouais. Nous, là.
Ouais. Donc, je m'amusais à lui faire écrire des textes la dernière fois, là, en français. Mm-hmm. Ouais. Même les gens qui écoutent là, Isabelle Boulay, ils trouveraient ça horrible. Non, c'est ça. Elle a des bons textes. Oui, non, mais tu sais, je fais juste Le matin, la bâton rouge. Oui. Grosse tour. Ouais. Ma famille écoute ça. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Non, mais moi, non, vraiment pas. Ouais. Mais c'est vrai que, c'est un peu, c'est comme le Uncanny Valley, tu sais, c'est comme ça sonne bien, mais tu sais que c'est pas un humain qui l'a fait, peut-être qu'il devrait, je sais pas comment il pourrait faire ça, mais faire un plafond de perfectionnisme, dans le sens que, oui, il pourrait te faire des tunes, fait que tu pourrais, mettons, prendre la tune puis la refaire toi-même, puis t'as une idée, mais tu pourrais pas sortir une tune produite, puis, parce que, tu sais, je sais pas, mais c'est dur, mettons, à gérer, parce que si l'IA existe, puis c'est comme, admettons, là, ça n'a aucun rapport, mais ma mère est directrice, était directrice de programme pour les étudiants au bac en biologie, puis elle fait plein de trucs pour la pédagogie en général en bio, mais aussi qui se transfère pas mal à tout à l'Uni. Puis là, elle parlait, il y avait une conférence il y a pas longtemps, je pense que elle, puis un comité sur la pédagogie, il avait reçu une conférence de madame qui utilisait, des professeurs qui utilisaient ChatGPT pour genre corriger leurs cours, mais aussi pour faire leur plan de cours, puis pour créer comme le contenu de leurs cours. Puis tu sais, puis là, il dit, ah, mais tu sais, genre, chat, il me donne des idées, il structure mes cours. Mais tu sais, rendu là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à l'Uni à pas enseigner? Tu sais, fait que le truc, c'est que, tu sais, quand à l'université, c'est quand même concret parce que, tu sais, t'as une attente de, moi, je viens me faire éduquer, mais si en même temps, s'il y a un artiste qui crée pas sa propre musique, c'est pas grave parce que, tu sais, t'as le choix de pas. Tu sais, dans ça, l'artiste, il doit rien à la population en tant que tel. Fait qu'il y a pas nécessairement ce genre, je trouve, moi, en tout cas, pour moi qui est naturel, ce genre de ah, mais tu sais, c'est pas fair, tu fais pas ta job. Fait que c'est un peu bizarre, je trouve, à contrôler. Parce que l'artiste que j'utilise l'IA, c'est comme ok, il est mauvais, tu l'écoutes pas, mais il y a des gens qui vont l'écouter. Mais si tu dis ah, moi, je fais toute ma job par ChatGPT, c'est comme là, on te paye 120 000 par année. C'est le travail. Fait que c'est comme c'est bizarre. Tout l'enjeu du droit d'auteur aussi, c'est ça, parce que l'intelligence artificielle apprend en utilisant et en gérant du contenu qui existe déjà. Fait que, mettons, un IA en musique, s'il va analyser, si tu dis fais une tune à la Rolling Stones, mais avec la voix de Madonna, il va comme analyser Madonna, analyser Rolling Stones, puis il va faire ça. Mais le droit d'auteur là-dedans, quand, mettons, tu t'écris un article universitaire, je veux dire, si tu prends des éléments de d'autres lectures, tu es obligé de citer tes sources. Là. Mais l'IA, lui, il cite pas ses sources. Puis en plus, ils ont juste volé plein de documents. Là. Genre, c'est comme ils ont comme tout piraté plein. Fait que là, t'as comme des informations, t'es comme ça vient d'où? Donne pas. Ouais, c'est ça. Ça vient c'est par rapport à des nouvelles, souvent ça vient de journalistes, ça vient d'éditoriaux. Fait que là, quand il t'écrit des affaires de même, c'est comme il prend où l'information, il apprend d'autres mondes qui sont pas cités. Fait que là, comment tu fais pour avoir une. Tu sais, je dis normalement, quand tu fais jouer une toune de quelqu'un quelque part, il y a une redevance associée à ça, forcément, ou du moins il y a un crédit. Si tu reprends la musique ou le texte de quelqu'un, tu es supposé avoir les droits de faire ça. Il y a tout un système qui fait en sorte que ça devient fair pour les gens d'utiliser ça. Mais là, si l'IA, lui, a accès à tout ça, puis qu'il peut créer ce qu'il veut sans mentionner, puis sans retour sur les personnes, il y a comme quand même un gros enjeu. Je pense qu'il y a un gros danger associé à ça. Puis c'est que là, l'IA, c'est poche, mais en même temps, l'IA, il est programmé pour apprendre et s'améliorer. Fait qu'à un moment donné, il va le franchir, le cap, où on la verra plus la différence. En tout cas, par définition théorique de ce que c'est supposé être, il est supposé franchir ce cap-là. Est-ce qu'il va le franchir? Peut-être pas non plus, mais... Je pense que c'est le monde qui dit « Ah, c'est poche », mais tu sais, dans le temps, t'es comme « Ah, il fait des textes, puis là, c'est rendu qu'il écrit justement, tu peux faire ton projet de fin de cégep. » Puis le monde dit « Ah, c'est de la merde, ça marchera pas. » Puis 6 mois après, ça faisait... Tu sais, dans ça, c'est tellement arrivé vite. Je pense qu'on peut pas juste se dire « Ah non, mais on verra. » Puis attendre. Puis finalement, justement, il va être trop tard, comme tu disais. Fait que... Mais c'est dire en même temps de. Tu sais, si t'as pas de réel dégât, c'est comme, admettons, là, ça va être la pire analogie que vous avez jamais entendue. Mais admettons, tu te dis, cette personne-là pourrait commettre un crime, on va l'arrêter. Mais en ce moment, elle a pas fait le crime. Tu sais, c'est Minority Report là, avec Tom Cruise, tu sais. C'est comme ils voient dans le futur, en tout cas, c'est fucking vrai. Puis c'est comme ils ont comme des humains. Il y aurait des gens qui vont commettre des meurtres. Ouais, c'est ça. Mais avant qu'ils les commettent. Parce qu'ils ont comme des humains modifiés qui voient dans le futur. Puis en tout cas, c'est weird. Ça. Puis, tu sais, genre, c'est comme. Si on sait qu'il y a, on sait pertinemment. Tu sais, je pense que tout le monde est d'accord qu'un jour, ça va causer un problème. Mais live, c'est comme, c'est pas si pire. C'est dur de prouver, surtout qu'après ça, tu sais, n'importe qui, pas n'importe qui, mais les compagnies vont pouvoir aller devant un juge puis dire, ben là, tu sais, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune base pourquoi on devrait être
être comme discriminé via une loi ou peu importe. Fait que c'est bizarre parce que en même temps, faire d'avance, oui, d'un point de vue logique, il faudrait le faire, mais en même temps, c'est dur de... Mais c'est parce que l'IA peut avoir des... il y en a qui disent que justement que ça peut être super positif, les effets bénéfiques, tout ça. L'enjeu actuellement qu'on a beaucoup, c'est comme beaucoup de ces progrès-là technologiques, c'est que le progrès technologique arrive, puis on cherche à le commercialiser, puis l'industrialiser pour le rendre rentable, puis capitaliser dessus extrêmement rapidement. Puis pendant ce temps-là, c'est que tous les gens qui s'intéressent, mettons, à réfléchir sur les implications éthiques de ces changements-là, eux, ils n'ont pas le temps parce que ça prend du temps à avoir la réflexion. Il faut que tu l'analyses, puis il faut que tu réfléchisses. Puis, c'est des philosophes qui font ça, c'est des artistes, c'est des journalistes, c'est un paquet de gens qui, en ce moment, sont pas valorisés, sont pas financés. Parce que c'est ça se peut qu'ils arrivent avec une conclusion qui disent que « Hey, faites pas ça, c'est vraiment dangereux. » Fait que là, toute l'innovation technologique et l'argent qui aurait pu être fait comme ça nul. Mais justement, on valorise pas ces gens-là, on leur laisse pas la place. Ils passent en deuxième, on subventionne pas ça. Même dans les universités, généralement, les départements de philosophie puis les départements de lettres et ainsi de suite, c'est pas des départements qui sont super valorisés et qui vont nécessairement super bien non plus. Il n'y a pas beaucoup d'inscriptions parce que le système actuellement fait en sorte qu'on entretient beaucoup. En fait, c'est dur d'arriver, fait que les gens sont à la recherche généralement d'emplois qui sont payants puis lucratifs pour pouvoir survivre parce qu'on valorise pas ces emplois-là non plus, qui relèvent plus de la réflexion, puis c'est pas des emplois qui sont payants non plus, fait qu'il faut que tu aies une vocation, fait que ça fait en sorte que c'est tout un paquet de facteurs qui, à mon avis, qui prouvent que l'état actuel des choses, il relève justement du fait que c'est systémique. On valorise pas la réflexion, on valorise le profit à court terme. Fait que là, c'est sûr que comme tu as une invention comme ça, tu as la possibilité de la rentabiliser. Parfait, let's go, mon chum, on y va, on finance. Il y a du monde, là, comme, si tu places de l'argent en ce moment, ils vont te dire que on investit dans l'IA, dans telle affaire, le gouvernement met en place des grosses subventions comme pour des startups en IA, et ainsi de suite, mais ils mettent pas d'argent pendant ce temps-là dans comme les départements de philosophie et en culture où il y a des gens qui se réfléchissent à la question de hey, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Comment on pourrait l'implanter? Fait qu'ils valorisent vraiment juste comme l'obtention de profit rapide. Ils réfléchissent pas à comment. Hey, on pourrait peut-être juste comme prendre le temps de réfléchir aux implications éthiques de tout ça, puis après ça, prendre une décision à savoir si on l'implante ou pas. Puis attendre que ça pète avant de réagir. Fait que c'est sûr que le progrès technologique versus la réflexion éthique avance vraiment pas en même vitesse. Fait que c'est sûr que c'est ça, on n'a pas toujours vivre ça un peu. Les dégâts sont faits, on réagit. Les dégâts sont faits, on réagit. C'est le même que notre système fonctionne. Faut changer le système. Faut changer le système. C'est le mot. Je suis full désolé. Non, mais c'est vrai, tout est pertinent. Fait que, mais c'est aussi, en tout cas, j'allais partir, mais sinon, ça va juste partir comme Révolution communiste, ils vont venir me recruter. En tout cas, je veux pas trop l'atterrir là-dessus, mais bon, ben, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'est super pertinent à voir. Moi, dans ma tête, ça allait être comme on avait parlé de musique, mais finalement, c'est devenu non, mais tu sais, pas en mode genre j'avais des attentes, mais je savais pas sur quoi ça allait porter. Puis là, c'est devenu full comme concret. Puis, tu sais, moi, en tout cas, j'ai appris des trucs. J'espère que le monde qui nous écoute a appris des trucs. Sophia, c'était. Ouais, vraiment, j'ai appris tellement d'affaires. J'ai besoin de parler. Non, mais c'est toi l'invité. Ouais, c'était comme. Genre, dis-moi plus. Ouais. Puis c'est ça, fait que. Moi, en tout cas, je pense que c'est exactement ça que le podcast devrait être, là. C'est juste comme. C'est avoir tellement de points de vue différents que c'est ça. Fait que là, ce qui est cool, c'est que toi, t'es un artiste et ben, je dirais pas que tu fais partie de l'industrie, mais d'une certaine façon, un peu oui, tu sais. Fait que. Ben, je travaille dedans là, tu sais. Je travaille dans la diffusion, je fais du studio, je coach des projets, je fais plein d'affaires. Puis on est tous consommateurs, fait qu'il y a tout ce point de vue-là. Fait que c'est le fun d'avoir. Parce que moi, je trouve personnellement, comme premier vrai, je dis ça avec des guillemets, épisode, je trouvais que t'étais comme la personne parfaite, là. Parce qu'en même temps, c'était comme. C'est ça, là. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui écoute ce podcast-là qui, justement, ne savait rien de tout ça, là. Ou un peu, là. Ouais. Effectivement, écouter de la musique. C'est fou l'important. Et parler au monde, juste en général, tu sais. Parce que ça, c'est le truc de la disque, j'avais aucune idée. Moi non plus. Tu sais, c'était comme. Mais après ça, le pire, c'est que dès que tu l'as dit, j'ai fait ah ben là. Tu sais, ok, ça fait du sens, parce que j'étais comme Chris. No offense, Roxane Bruno, j'aurais jamais nominé pour quoi que ce soit. Là. Puis ça, je suis un peu un hater, fait que genre ça, j'ai aucune haine envers la personne, mais en tant que l'artiste, tu veux dire. Mais tu sais, c'est comme. Ça rejoint les gens, puis il y a un message qui touche. Tu sais, je veux dire que t'aimes ou t'aimes pas, statistiquement, ça t'appartient, puis c'était vraiment le droit. Puis en fait, c'est important d'avoir plein d'opinions divergentes qui s'opposent. C'est ça qui fait que c'est sain, puis que
tu sais, qu'il y a des idées C'est différentes. comme tu dis, à rejoindre les gens, c'est le truc important. Fais une toune, là, qu'il y a autant de personnes qui vont t'écouter. C'est immense, là. Ouais, elle apporte un message, puis je pense qu'elle représente quand même quelque chose qui est super positif pour plein de gens. Fait que, tu sais, je suis quand même... Tu sais, let's go. C'est juste que, est-ce qu'elle représente vraiment la culture québécoise? Non. Est-ce qu'elle représente les ventes de disques au Québec? Oui. Mais ça veut pas, ça l'invalide pas comme artiste. C'est ça. C'est une meilleure façon de dire ce que je veux dire. C'est moi, c'était un peu, en tout cas. Fait que, ben, merci d'être venu. Merci. Puis, ça vous autres, écoute. Allez voir, allez au Pantoum, suivez... c'est quoi, tu joues dans trop de bands, là? Ton Beat Sexy, c'est ton projet principal, entre autres, Blaze Veluto, Collection. Ah, nice. Ça c'était bon, je suis allé voir en plus. Sinon, Gap Pocket. Il y en a plein d'autres, j'en campagne, il y a plein de monde, mais ouais. Écoutez de la musique. Tout. Ouais, allez écouter ça, puis écoutez de la musique, là, il y a du fun. Voilà. C'est de plus en plus, consommer de la culture, surtout locale, c'est de plus en plus un acte de résistance. Ouais, c'est pas obligé d'être de la musique, là. N'importe quoi, tu théâtre, non, ouais. peu. Ouais, c'est ça. On rentre pas là-dedans, mais comme plus, oui, c'est oui, ça. non, tout, là, let's go, là. Oui. Les musiques qui sont plus gratuites maintenant. Ça, c'est, En tout cas, là, on va partir à un podcast, là. Ouais, c'est ça. Mais bon, ben, c'est ça. Y a-t-il une façon de finir ça, ou c'est juste... Bonne soirée. Ouais, bon. Ou bonne nuit, ou bonjour. Nuit, ouais. Bon, ben, merci, puis c'est ça. Allez au Pantoum, puis... C'est ça. Ben, même pas aller au Pantoum, allez n'importe où. Ouais, c'est ça. Faites de quoi, c'est ça. Sortez, voilà. Ouais, super. Oui. Bye. Consommer de la culture.